Alors, bonjour à tous, bienvenue au parcours de soins numéro 1. Durant 2 heures, plusieurs professionnels du secteur paramédical vont venir vous présenter leur discipline et nous allons tout de suite commencer par Francis Laurent, qui est kinésithérapeute en libéral à Bordeaux. Bonjour Francis. Bonjour. J'avais préparé un petit film, mais qui pour des raisons techniques ne part pas. Donc on va juste parler ensemble. Voilà. Absolument. Donc j'ai commencé la kiné en 78 à Bordeaux, puis j'ai créé toujours d'abord à l'hôpital, puis un centre de rééducation. Et en 88, j'ai créé un cabinet que j'ai voulu adapter à la neurologie. Donc, dans la neurologie, ça ne regroupe pas que le Parkinson, mais il y a le Parkinson, il y a aussi l'hémiplégie, toutes les affections neurologiques. Voilà. Pourquoi un cabinet spécial? Parce que tant que les gens sont en lune de miel, ça va bien, ils ne posent pas de problème, donc ils vont pouvoir s'adapter à n'importe quelle rééducation dans n'importe quel cabinet. Dès que les enrayages et les freezing vont commencer, dès que le risque de chute va apparaître, alors il faut avoir un espace qui prévoit ce risque de chute et où la personne va pouvoir tenter des exercices d'équilibre unipodal, etc., sans risquer de se faire mal, de tomber malencontreusement sur un angle de vélo, ou voilà. Parce que, en fait, la vérité, c'est que j'ai eu un accident, c'est-à-dire, et dernièrement, j'ai discuté avec un collègue qui m'a dit également qu'il a eu un de ses patients qui est tombé sur un angle de vélo et il s'est cassé les côtes. Et moi, j'ai eu le même accident. Donc, à partir de là, je me suis dit, il faut prévoir l'espace. Donc, j'ai fait, c'est pour ça que j'avais un petit montage diapo pour vous montrer. J'ai constitué une cage, alors je l'appelle la cage qui libère, parce qu'en fait, le mot de cage, ça évoque la vieille kinésithérapie où on mettait le patient dans des cages de grille. Donc, moi, j'ai fait une cage en bois, avec des espaliers, voilà, c'est plus. Et dans cette cage, je peux mettre des harnais, je peux mettre des parapets, des garde-corps, je peux mettre ce que je veux pour rendre la chute. Disons que la chute, c'est pas grave qu'elle soit provoquée. Ce qui est grave, c'est que la chute fasse mal. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans une séance de Parkinson, c'est effectivement que le patient tombe, mais puisse tomber sans se faire mal. Voilà. Et comme ça permet de retravailler la procédure. Voilà. Alors, Francis, toi, tu travailles donc régulièrement avec des malades de Parkinson en kinésithérapie. Déjà, pour bien comprendre, en quoi ça consiste ton métier de kinésithérapeute et surtout, qu'est-ce que ça peut apporter cette discipline dans le parcours de soins du malade de Parkinson? Alors, le métier de kinésithérapeute, dans la représentation générale, globale, c'est quelqu'un qui travaille avec ses mains, qui touche avec ses mains et qui va soigner avec ses mains. D'ailleurs, le mot le dit, kinésithérapeute, c'est soigner le mouvement, soigner par le mouvement. Voilà. Donc moi, c'est plutôt le deuxième sens que je prends, je soigne par le mouvement. Et donc, soigner par le mouvement, c'est-à-dire que je ne vais pas trop poser mes mains sur le patient pour la guidance, parce qu'en fait, il y a toute une tradition de la kinésithérapie, et notamment de la kinésithérapie neurologique, où on a été formé à guider nos patients avec les mains, puisque en fait, c'est directement, les kinés ils touchent pour le massage, ils touchent pour identifier les douleurs. Le kiné, c'est quelqu'un qui va régler les problèmes douloureux liés à la locomotion. On peut avoir des problèmes d'épaule, des problèmes de hanche. Voilà. Dans le Parkinson, on a toutes les douleurs que l'on rencontre en kinésithérapie générale. Douleurs d'épaule, douleurs de dos, douleurs dues essentiellement à l'hypertonie musculaire, à la rigidité, où les patients décrivent comme ça des phénomènes douloureux. Donc on a la palette du massage, de l'étirement, la palette classique du kinésithérapeute. Moi, ce que j'ai voulu développer, c'est plus un versant pédagogique. Alors, ça vient peut-être de mon histoire personnelle, parce que je voulais être prof de sport, et puis j'ai eu une paralysie du bras qui m'a barré cette porte, et donc je me suis tourné plus vers la pédagogie du mouvement. Et donc, dans la pédagogie du mouvement, en neurologie, on va rencontrer trois types de symptômes. C'est-à-dire, il y a les gens qui sont privés de mouvement, les paralysies.
les gens qui ont trop de mouvements, les ataxies, qui bougent un petit peu trop, hein, qui sont débordés par l'amplitude de leurs gestes, et le Parkinson, dont le problème pour tout le monde, généralement, c'est les tremblements, mais en fait, le problème du Parkinson n'est pas le tremblement parce qu'il est un tremblement de repos et qu'il cesse à l'action. La difficulté du Parkinson vient de cet enrayage, de ce freezing. Donc, moi, j'appelle ça un problème de starter, un problème de démarrage, un problème de bégaiement du geste. C'est-à-dire la personne est scotchée sur ses appuis et ne peut pas avancer. Donc, il va y avoir des mouvements particuliers à travailler. C'est ce que développe la méthode de l'SVT-BIG, en faisant des mouvements de grande amplitude, puisque le Parkinson, par exemple, quand il veut mettre la manche, bégaye avec son bras, n'arrive pas à enfiler sa manche, LSVT-BIG dit, donnez un coup de poing. Voilà. On va développer le big, ça veut dire ample. Donc, on va développer l'amplitude du geste. Mais développant l'amplitude du geste, forcément, on crée un déséquilibre. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un espace adapté, parce on va demander au patient de côté de travailler en amplitude, d'exploser son geste, et en même temps, cette explosion va entraîner un déséquilibre. Voilà. Alors du coup, Francis, est-ce que à quel moment en fait il faut aller voir un kiné? Est-ce qu'il faut attendre d'avoir justement ces problèmes de marche dont tu parles, ou ces problèmes, ces difficultés dans les gestes de la vie quotidienne, dans les mouvements, ou est-ce que dès le début de la maladie, il faut essayer de mettre en place cette prise en charge? Alors, tout dépend de l'hygiène de vie, de la pratique sportive de la personne. Tant que la personne est en lune de miel, si elle a déjà une pratique sportive, parce qu'elle fait déjà du vélo, de la course à pied, de n'importe quoi, la plupart du temps, je les reçois, je fais un bilan, et puis je juge si leur pratique sportive la plupart du temps, je ne fais pas de séance de kinésithérapie au début, si la personne a une grosse pratique sportive, si elle est à la retraite, etc. En revanche, si je décèle que cette pratique sportive est un peu trop stéréotypée, par exemple sur du golf, alors là, il va y avoir des carences, c'est-à-dire il va y avoir ce que j'appelle moi des habiletés labiles, c'est-à-dire que dans le vieillissement naturel, sans parler du Parkinson, peu à peu, on perd des savoir-faire physiques. Ces savoir-faire sont ceux que l'on a acquis en dernier. Un enfant commence à marcher à 13-14 mois. Il marche les pieds très larges, etc. Ensuite, il va courir vers 3 ans. À 4 ans, mais il court à la recherche de son centre de gravité. Un petit peu d'ailleurs comme les Parkinson qui festinent. Il y a une période dans le Parkinson où la personne court penchée en avant et rattrape son centre de gravité. Eh bien, l'enfant court comme ça vers l'âge de 3 ans. Puis à 4 ans, il s'est sauté à cloche-pied sur un pied, hein, voilà, et il s'est sauté à cloche-pied à 5 ans sur l'autre pied. Eh bien, ces choses-là vont disparaître en premier chez la personne âgée. Et également, bien sûr, chez le Parkinson, parce qu'on peut considérer que le Parkinson est finalement un vieillissement prématuré un petit peu. On vieillit avant l'âge. À partir de 59 ans, on attrape le Parkinson. Voilà. Donc, moi, je vais réviser. Donc, si je juge que la personne, dans sa pratique sportive, ne fait pas de saut à cloche-pied avant, arrière, à droite, à gauche, je vais le prendre avec moi pour travailler spécifiquement ces habiletés, ces savoir-faire qui vont s'effacer parce qu'il ne le refait pas. D'autres savoir-faire qui s'effacent également, c'est la suspension. Un bébé à la naissance, il a un grasping réflexe, c'est-à-dire qu'il a ses petits poings fermés, et quand le médecin, l'accoucheur, met son doigt dans les poings, l'enfant serre les poings, et le médecin accoucheur peut décoller l'enfant du sol. Ça veut dire qu'un enfant à la naissance, il a la force de son poids dans ses poings, parce qu'en fait, on est des petits primates, on est des singes nus. Voilà. Eh bien, il se trouve que à partir de 60, 70 ans, on perd la capacité de se suspendre. Et c'est très dommage parce que on perd de la force et on perd aussi de l'amplitude d'épaule, d'où les douleurs d'épaule, etc. De l'enraidissement qui est consécutif à l'hypertonie extra-pyramidale. Alors, on a bien compris que quand même, donc la prise en charge et la rééducation en kinésithérapie
dans la maladie de Parkinson, elle est quand même spécifique aussi à cette pathologie. Donc concrètement, quand quelqu'un qui a la maladie de Parkinson cherche à mettre en place cette rééducation, il va essayer de trouver un kiné, évidemment, le plus souvent proche de chez lui. Mais comment il peut s'assurer que ce kinésithérapeute va lui proposer effectivement les exercices qui sont adaptés pour la maladie de Parkinson? Est-ce qu'il y a des questions, des demandes spécifiques à avoir vis-à-vis du kiné là-dessus? Alors, oui, on peut avoir demande. On peut déjà se renseigner à l'Association de France Parkinson. Vous avez un fichier, vous pouvez le communiquer déjà au patient qui vous téléphone. Mais le patient peut également appeler le conseil de l'ordre de son département, et le conseil de l'ordre a la liste des kinés qui aiment bien s'occuper de neurologie, de Parkinson, etc. Et donc, le conseil de l'ordre pourra les orienter. Voilà. Pour finir de répondre à l'autre question, là, un peu l'esprit d'escalier, c'est-à-dire, si la personne est sédentaire, par exemple, et que donc on vient de lui déceler une maladie de Parkinson, mais il n'en a pas de gros symptômes, alors moi je vais les prendre en kinésithérapie parce que mais c'est une kinésithérapie très sportive, c'est-à-dire je vais les faire courir dehors, je vais sortir du cabinet, on a un parc juste en face du cabinet, et je vais aller les faire courir ou marcher sur 1 kilomètre, voilà. Et je vais chronométrer ce kilomètre. Et donc, les gens, s'ils le font à 5 à l'heure, ils mettent 12 minutes. Voilà. Je leur dis, c'est pas mal, mais on pourrait essayer d'améliorer. Et donc, de semaine en semaine, je vais les entraîner un petit peu comme des athlètes, de façon à ce qu'ils accélèrent cette marche, et que cette marche s'accélérant à 6, 7 à l'heure, après 7 à l'heure, eh bien, la marche, spontanément, on retrouve la course. Voilà. Et donc, je vais les réentraîner à courir. Hein. Et là, on voit certains patients donc, qui arrivent. J'ai 2 exemples en tête. Un monsieur qui était arrivé chez moi à 75 ans, hein, et il faisait donc le kilomètre en 12 minutes, en marche sur 5 à l'heure. Et puis progressivement, en l'espace de 2 ans, il s'est remis à courir et à la fin, il faisait le kilomètre en 8 minutes, au bout de 2 ans. C'est-à-dire que progressivement, lui, il a fait des progrès physiques. Alors, donc sur la vitesse courte, puisqu'il a retrouvé la course. Et donc, à 77 ans, il était plus en forme qu'à 75, alors que ça faisait déjà 2 ans, 3 ans qu'il avait le Parkinson. Voilà. Donc, on peut avoir ce genre de progrès chez un sédentaire. Chez quelqu'un qui est sédentaire, qui s'enfonce tranquillement dans un vieillissement, eh bien, hop, on le reprend en main et on va lui réapprendre à courir, marcher en arrière, parce qu'on sait aussi que les premières chutes vont être sur la marche arrière. Donc, il faut travailler la marche arrière, la marche sur le côté, la marche latérale, etc. Mais pour ça, il ne faut pas hésiter à sortir du cabinet, parce que dehors, ce sont les grands espaces. Il faut bien voir qu'il y a un problème dans le Parkinson qui n'est pas très bien résolu par les rééducateurs, c'est ce problème d'afférence. C'est-à-dire qu'on pense toujours à la motricité. La motricité, ce sont les efférences. C'est ce qui vient de mon cerveau qui descend vers mon corps. Mais mon corps renvoie des renseignements au cerveau, ce sont les afférences. Et donc, les personnes qui ont du Parkinson, très souvent, ils arrivent chez eux, à une porte, et ils trépignent, ils se mettent à trépigner devant cette porte. Parce qu'on pense que c'est le champ visuel se rétrécissant par la porte ouverte. Je parle de la porte qui est ouverte. La personne arrive dans la porte, et donc, du coup, son champ visuel s'est rétréci, ça brouille les afférences, et ça vient interrompre la procédure de marche. Puisque le Parkinson est une atteinte de la mémoire des procédures. On a des procédures automatisées dans le cerveau. Voilà. Et c'est très souvent, enfin, on pense que c'est lié à ces afférences. Et c'est ça qu'on essaie de résoudre en rééducation avec plus ou moins de succès. C'est assez difficile. En salle de kiné, ça marche bien, ces choses-là. Le problème, c'est que replacer dans le contexte de la maison, alors, de temps en temps, moi, je fais faire un bilan à la maison pour dire, si vraiment le problème, il est toujours au même endroit, alors il faut aller à cet endroit pour essayer de résoudre le problème dans la situation. Parce que les situations ne sont pas transposables. C'est ça qui est compliqué dans cette maladie. C'est une atteinte des procédures motrices. Et donc, il faut tenir compte de la situation.
Moi, ce que j'ai entendu aussi dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que finalement, c'est quelque chose à maintenir dans le quotidien aussi. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'aller faire 2 ou 3 séances par semaine de kiné, ce qui est déjà très bien, hein. Il faut aussi finalement entretenir ce qui est fait pendant les séances de kinésithérapie à l'extérieur et avoir donc une activité physique, sans peut-être aller jusqu'à dire activité sportive, mais en tout cas, une activité physique régulière tous les jours pour que ce qui est fait en kiné soit entretenu. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. L'OMS dit pour la population générale non atteinte de maladie. L'OMS recommande de marcher chaque jour à vitesse soutenue, au moins demi-heure, trois quarts d'heure, parce que l'OMS a remarqué sur des statistiques de millions de personnes, eh bien que ces gens sont moins malades que ceux qui ne marchent pas. Donc, on sait que la marche quotidienne, ils ne disent pas le sport hebdomadaire, ils disent la marche quotidienne ou une activité équivalente à demi-heure de marche soutenue, mais fait quotidiennement, donne la bonne santé. Voilà. Donc, c'est a fortiori quand on a le Parkinson. C'est pourquoi moi j'ai mis en place des séances de tricycle. Donc pour les personnes qui commencent à avoir de la peine à marcher et qui tombent de plus en plus quand je les amène au parc, etc., il arrive un moment où ça devient dangereux et un moment où je les tiens par les vêtements au niveau des omoplates et puis un moment après, je ne peux plus. Donc à ce moment-là, je les bascule sur l'activité tricycle. J'ai acheté des tricycles couchés, pas des tricycles, méfiez-vous des tricycles assis parce qu'ils chavirent très vite. Donc, des tricycles couchés qui me permet de faire des randonnées de 2 heures dans les bois. Donc tous les jours, je fais une randonnée dans les bois de la métropole de Bordeaux. Il y a 6 bois. Et donc je vais tous les jours dans un bois différent et on fait 1h30 à 2 heures de randonnée dans les bois en pédalant. Ce qui permet, le pédalage permet l'entretien des 3 efforts de puissance. Je leur fais faire un petit sprint de 10 secondes. Ça crée une dette en oxygène. Donc ça travaille l'amplitude thoracique, ça travaille le cœur, ce qu'on appelle le cardio. Ensuite, on fait un petit travail de 2 minutes de résistance. C'est un autre phénomène d'alimentation du muscle, un travail de résistance. Et puis, tout ça, c'est noyé dans une séance d'1h30 qui travaille l'endurance. Voilà. Et ça permet donc de travailler 1h30 à 1h15 les 3 efforts, endurance, résistance et puissance, sans risque de chute. Et donc, c'est une façon de conserver l'entraînement. Et c'est recommandé également de travailler le pédalage rapide. On s'est rendu compte que dans ceux qui ne marchent plus, à qui on fait faire un pédalage de une fréquence de 60 coups par minute sur un pédalier électrique, eh bien, et moi j'ai expérimenté la chose au cabinet, ça les désenraye. Ça ne dure pas, ça n'est pas durable, mais l'espace de quelques minutes, ils peuvent de nouveau marcher. Voilà. Et comme je suis maître nageur aussi, je fais 2 ateliers piscine également. Et l'atelier piscine, donc je le dis aussi pour les gens, ceux qui aiment nager, alors moi j'utilise les palmes parce que ça permet de travailler à grande amplitude. Et c'est un bon dérivatif aussi pour rester en forme. Marcher, nager, pédaler et s'étirer. Bon, merci beaucoup Francis. On arrive déjà à la fin de cette première intervention, mais c'était déjà beaucoup d'informations. Je rappelle que la prise en charge en kinésithérapie, c'est inclus dans le parcours de soins pour le malade de Parkinson et c'est donc pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Il faut la démarrer le plus tôt possible, donc n'hésitez pas à demander une prescription à votre neurologue ou à votre médecin traitant pour que ce soit mis en place. Et puis, merci beaucoup Francis et on va passer tout de suite à notre prochaine intervenante qui est Virginie Dornier. Virginie est infirmière. Bonjour Virginie. Elle est infirmière en centre expert Parkinson à Aix en Provence et même principe hein, Virginie, en quoi consiste ton rôle d'infirmière Parkinson? Merci Amandine. Bonjour à tous. Alors moi, je voulais déjà remercier France Parkinson pour 2 choses. Pour la création des centres experts qui a fait naître effectivement notre métier d'infirmière Parkinson et puis la chance de pouvoir aujourd'hui vous présenter ce qu'on peut faire en tant qu'infirmière Parkinson. Donc moi, je travaille donc à l'hôpital d'Aix-en-Provence en neurologie depuis les années 90, d'abord dans un service de soins traditionnels et puis ensuite en hôpital de jour.
En 2010, j'ai pu faire une formation sur un diplôme en fait sur la prise en charge pluridisciplinaire de la maladie de Parkinson. Ça a permis de peaufiner un peu et puis d'acquérir des connaissances et des outils et aussi de pouvoir rencontrer d'autres équipes, d'autres professionnels qui s'occupaient aussi de patients parkinsoniens. Et c'est vraiment quelque chose de très riche et qui après m'a permis depuis 2013 de voir que des patients qui ont la maladie de Parkinson dans le cadre du centre expert, donc avec des bilans en hôpital de jour ou alors en éducation thérapeutique. Donc, au niveau de mes fonctions, moi, je considère un petit peu que je suis un pivot au sein de l'équipe, hein, parce que je travaille avec des neurologues, un petit peu d'orthophonie, un peu de kiné et de neuropsychologue, mais c'est moi qui ai le plus gros temps à dédier au niveau du centre expert. Donc, du coup, c'est en général moi qui réceptionne les demandes de bilan qui vont se faire en hôpital de jour. Donc, je vois avec mes collègues pour pouvoir programmer ces journées, ces venues. Et lorsque le patient arrive en hôpital de jour, moi, mon travail il consiste à faire un recueil, donc une trame hein, que j'ai élaborée. Je me suis basée sur la vie quotidienne, la partie vie quotidienne du MDS UPDRS. Alors, l'échelle MDS-PDRS, en fait, c'est une échelle qui est vraiment spécifique à la maladie de Parkinson et qui permet aux neurologues, en fait, d'examiner et de quantifier la gêne ressentie par les patients et des fois même l'efficacité des traitements quand on peut faire des tests à jeun de traitement et puis après avoir pris le traitement. Vous savez, en fait, pour les patients, c'est l'échelle où le neurologue il vous demande de compter à l'envers ou de faire les marionnettes ou de taper du pied, etc. Donc moi, ce qui va m'intéresser surtout, c'est savoir comment ça se passe au quotidien. Donc du coup, je vais questionner le patient sur la toilette, sur l'habillage, la prise de repas, comment se passe le sommeil, est-ce qu'il est fatigué. Voilà, il y a plein d'autres questions parce qu'elle est assez vaste cette échelle. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est les loisirs, les conditions de vie. Est-ce qu'il y a déjà des personnes pour aider naturellement le patient, un conjoint, de la famille, ou alors est-ce qu'il y a des aides mises en place, ou est-ce qu'il faut en mettre en place? Et est-ce que le patient a des projets? Et tout ce recueil, en fait, eh ben, ça va me permettre de pouvoir donner aux patients des outils, des conseils, de la documentation, de l'information, mais qui soit vraiment adapté à ses besoins, à lui. Le but, c'est pas de dérouler tout ce qu'on peut savoir sur la maladie de Parkinson, mais plutôt adapter des conseils aux patients et à son entourage. À la fin de ces journées, de ces bilans en hôpital de jour, et en fait, on fait un compte-rendu et qui est envoyé au médecin référent et surtout au patient parce que c'est pour lui qu'on a travaillé et ça lui permet de se rappeler un petit peu tout ce qu'on a pu faire ensemble. Une autre partie de mon travail, ça va être de soutenir ces patients, ces familles, d'essayer de les rassurer. Alors pour ça, on a différentes façons de pouvoir les accompagner. On fait de l'éducation thérapeutique. Donc effectivement, on a un programme qui s'appelle EduPark, qui est voilà, c'est toute une série en fait de rencontres qui vont se faire. Donc au début, il y a un bilan éducatif, hein, donc c'est une première venue en fait à l'hôpital en entretien individuel qui va nous permettre effectivement de se rencontrer puis de pouvoir échanger. Ensuite, on va proposer aux patients de faire des ateliers avec nous. Donc nous, on a une dizaine d'ateliers avec des thèmes complètement différents. Donc moi, j'interviens sur celui pour mieux connaître la maladie de Parkinson, celui sur les traitements, et puis un troisième sur les fluctuations motrices et les dyskinésies. Et mes collègues s'occupent des autres.
Et à l'issue de ces ateliers, en fait, on va pouvoir revoir le patient en individuel pour pouvoir faire une synthèse avec lui, savoir ce qui lui a plu, voilà, ce qu'il y a des choses encore à développer. Il nous évalue et puis voir un peu ce que ça a pu lui apporter. En général, ça se passe bien et ils aiment bien. Au sein de l'hôpital de jour, je suis aussi amenée à voir des patients quand la question du traitement de seconde ligne sur le tapis. Alors, les traitements de seconde ligne, en fait, c'est des traitements qui permettent de recevoir des médicaments en continu. Parce que l'adaptation thérapeutique PEROS, comme on dit, devient un petit peu plus compliquée. Donc, moi, je peux montrer le matériel, notamment pour les pompes, la pompe à apomorphine ou la pompe à duodopa. Je peux expliquer ce qui va se passer s'il y a besoin d'une stimulation cérébrale. Et tout ça, en fait, pour prévoir avec eux ce qu'on peut attendre de ce nouveau traitement, et puis aussi tous les effets indésirables qui peuvent survenir avec ces traitements, et puis les rassurer quand même aussi, et leur dire qu'il y a plein de possibilités, en fait, que le traitement, il ne s'arrête pas juste à prendre quelques médicaments et qu'après, on ne peut plus rien faire, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je fais d'autre? En fait, un peu mal. Beaucoup de choses. C'est ça. Avec ma collègue neuropsychologue, avec Cécile, on reçoit aussi des patients pour ce qu'on appelle des consultations post-annonce. Alors, c'est quoi une consultation post-annonce? Eh bien, ça consiste à avoir un patient nouvellement diagnostiqué pour pouvoir lui permettre, en fait, de poser des questions qu'il a posées et surtout de pouvoir exprimer son ressenti par rapport à cette annonce. Donc ça, il faut laisser le temps, et des patients nous contactent, et c'est un moment qui est important, en tout cas dans la vie du patient. J'en suis persuadée. Je fais aussi des interventions diverses, un peu comme aujourd'hui, et je m'occupe aussi de l'accueil des stagiaires. Je fais des formations souvent avec les EHPAD, dans des établissements de santé, enfin oui, pour des professionnels de santé, et puis pour les étudiants infirmiers aussi. Et dernièrement, avec Cécile, on a aussi répondu à un appel à projet de la part de France Parkinson. Et maintenant, on propose aux patients un accompagnement quand le maintien à domicile devient compliqué. Donc, en fait, on reçoit le patient et sa famille, et on voit où ils en sont au niveau de leur décision, quel choix est-ce qu'ils ont fait, est-ce que c'est plutôt une résidence senior, un foyer logement ou bien un EHPAD. Et à ce moment-là, on fait une espèce de feuille de route avec eux qui tient compte des habitudes de vie de la personne et aussi des spécificités liées à la maladie de Parkinson. C'est-à-dire que moi, je pense important, avant de changer de lieu de vie et d'entourage, en fait, c'est que les personnes qui vont recevoir ce patient puissent savoir comment ça se passait au niveau de la gestion des médicaments. Est-ce que c'est lui qui gérait? Est-ce que c'était l'entourage? Est-ce qu'il les prend plutôt avec de l'eau, plutôt avec une compote? Comment se passent les repas? Comment il est au niveau de la mobilité? Est-ce qu'il y a des périodes où il y a des blocages? Comment se passe le sommeil? Enfin, voilà, tout ce qui fait qui sera plus à l'aise, en fait, si les autres professionnels connaissent la vie au domicile pour pouvoir s'adapter après dans le nouveau lieu de vie, en fait. Éventuellement, ça nous est déjà arrivé de se déplacer dans ce nouveau lieu d'habitation pour pouvoir rencontrer les équipes et puis leur expliquer un petit peu voilà, leur présenter un petit peu le patient. Et Cécile, de par sa profession de psychologue, en fait, elle propose par la suite de rencontrer la famille pour faire un peu de soutien, parce qu'on sait tous que c'est une décision qui est assez difficile, assez culpabilisante, et du coup c'est pas mal de pouvoir en discuter après et de ne pas les lâcher comme ça.
Voilà, à quel moment vous avez vu qu'en fait, vraiment, on peut rencontrer une infirmière Parkinson à tous les stades. Hein, on en a parlé tout à l'heure. Et je pense qu'à tout moment, on peut devenir acteur de sa pathologie. Il ne faut pas culpabiliser de se dire je m'en suis pas occupée pendant longtemps et puis je me réveille un peu tard, c'est pas vrai. On peut toujours faire quelque chose. Et j'ai toujours tendance à dire aux patients de toutes les façons, cette maladie de Parkinson, elle est là, vous ne l'avez pas demandé, hein, elle est présente, elle fait partie de vous. Donc ce qu'il faut faire, c'est la prendre par la main et lui dire écoute, tu es là, mais c'est moi qui vais diriger. Et en fait, elle va avoir des victoires, hein, parce qu'il y a toujours des moments qui peuvent être un peu plus compliqués. Mais en tout cas, si le patient, il la connaît mieux, il la reconnaît mieux, il en parle mieux, et bien du coup, il va avoir plein de petites victoires, parce qu'il aura aussi on va lui donner aussi en fait des clés pour pouvoir aller taper chez différents professionnels dont il a besoin à un instant T, en fait. Alors, évidemment, la question, à mon avis, que tout le monde se pose en t'entendant, c'est comment on accède à toi, en fait. Hein, comment on arrive jusqu'à l'infirmière Parkinson. Parce que, bon, je rappelle que le centre expert, il a une envergure quand même régionale. Donc, potentiellement, en fait, c'est toutes les personnes qui sont voilà, dans le département, mais peut-être au-delà du département des Bouches-du-Rhône. Comment ça se passe concrètement pour arriver jusqu'à toi? Alors, en fait, nous, en fait, on regarde sur le site internet de l'hôpital, en fait, où c'est répertorié, il y a nos numéros de téléphone et tout ça. Après, il y a des patients qui sont envoyés par des médecins traitants, pas beaucoup, mais un petit peu plus parce qu'ils commencent un peu à nous connaître, des neurologues, qu'ils soient hospitaliers ou libéraux. Moi, je peux être amenée à rencontrer même des patients qui ne sont pas du tout suivis dans le service. Et puis, beaucoup le bouche à oreille au niveau des associations, en fait, ça marche très, très bien. Donc, j'ai beaucoup de gens qui viennent de façon spontanée. Alors moi, je peux recevoir, il n'y a aucun souci, c'est pris en charge, ça fait partie des prestations que l'hôpital peut offrir, donc c'est complètement gratuit. La seule chose, c'est que si les bilans sont faits en hôpital de jour par une équipe pluridisciplinaire, les patients peuvent avoir droit au bon de transport. Si je suis la seule à les rencontrer ou pour faire de l'éducation thérapeutique, malheureusement, il faut venir par ses propres moyens parce que c'est pas pris en charge. Nous, de par la profession infirmière, nous, on ne peut pas prescrire. Donc ça limite un peu et c'est un peu dommage. Oui, bien sûr. Ouais. Et alors, à part justement dans les centres hospitaliers, est-ce qu'il y a d'autres moments où la personne qui a la maladie de Parkinson peut être susceptible de rencontrer une infirmière, même en ville par exemple, une infirmière libérale? C'est à quel moment du parcours de soins? Alors, c'est vrai que c'est une bonne question, Amandine. C'est vrai que moi, quand je vois les patients dans le cadre de l'hospitalisation de jour pour le centre expert, il m'arrive très souvent d'orienter les patients. Parce qu'effectivement, dans le questionnement qu'on peut avoir sur la toilette et tout ça, ou la gestion des traitements, voilà, mon rôle, moi, c'est de dire, voilà, il faudrait peut-être aller vous rencontrer une infirmière libérale pour vous aider pour le nursing, pour vous aider pour surveiller la tension, pour prendre les médicaments, ou alors orienter des patients pour une prise en charge en rééducation, que ce soit kiné ou orthophoniste. Lui donner des adresses pour pouvoir faire de la balnéo, pour faire du sport, l'orienter vers un neurologue ou vers un médecin rééducateur, une psychologue, une association de patients. Enfin voilà, moi mon rôle il est aussi là de pouvoir orienter les patients. Excuse-moi, tu as parlé de nursing, mais je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que ça veut dire. Le nursing, en fait, c'est un terme très infirmier. En fait, c'est quand on a des difficultés pour pouvoir prendre une douche tout seul ou bien enjamber une baignoire. Enfin voilà, si on a besoin d'aide au niveau de la toilette ou pour le coucher le soir ou pour mettre des bas de contention, voilà, il suffit que le médecin fasse une ordonnance et une infirmière libérale peut s'occuper de tout ça. D'accord. Merci. Juste un petit mot. Des fois, on se demande un petit peu comment il faut se sentir avec son professionnel.
Et moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très personnel. Mais en tout cas, il faut quand même que le patient il puisse ressentir de la confiance, qu'il y ait une écoute, qu'il y ait une certaine réactivité, et puis qu'on essaie de répondre à ces questions, même si malheureusement, enfin, le cerveau nous a pas encore délivré tous ses secrets, et il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais on essaie quand même un petit peu de répondre. Moi aussi, de dire qu'on ne sait pas de toutes les façons. J'ai peut-être une dernière question avant qu'on passe à l'intervention suivante. C'est justement concrètement quand on est amené à contacter une infirmière pour une des raisons que tu as évoquées, est-ce qu'il y a peut-être des questions à poser spécifiquement ou des bonnes demandes à faire pour le premier contact, justement pour s'assurer que l'infirmière sera un peu en connaissance peut-être aussi sur la maladie de Parkinson? Alors ça, c'est difficile. En fait, déjà, je pense qu'avant un premier contact, il faut préparer ce contact. Parce qu'on sait que le patient peut être stressé de passer un coup de fil et de tomber sur un répondeur, par exemple. Ça peut être quelque chose de compliqué. Donc, du coup, je pense qu'il faut préparer, il faut lister les thèmes qu'on a besoin d'aborder avec cette professionnelle. Et puis, avoir un petit papier, un crayon, si possible, être épaulé de quelqu'un qui pourra nous prendre des notes. Voilà. Et il faut se mettre dans un endroit qui soit calme, avec pas de distraction autour. Il faut faire des phrases courtes, comme nous disait tout à l'heure Elodie, il faut parler fort. Et au moment où on va rencontrer la personne physiquement, en fait, effectivement, il ne faut pas être surpris de toutes les interrogations qu'elle va pouvoir vous poser. Encore une fois, c'est pour pouvoir adapter au mieux son aide, en fait, derrière. Et puis, par contre, il faut arriver avec ces questions et pas hésiter à aborder les thèmes qu'on a vraiment envie d'aborder, parce que c'est vraiment un moment pour le patient, pas du tout pour nous. Et du coup, en conclusion, parce que je pense que on arrive à la fin, moi, ce que je voudrais dire, c'est que le métier d'infirmière, il a évolué et qu'effectivement, on devient de plus en plus spécialisé. Alors, pas que dans Parkinson, ça peut être aussi le diabète et tout ça. Et que notre force à nous, c'est d'avoir un discours qui soit un petit peu moins compliqué que celui du neurologue. Surtout d'avoir plus de temps à consacrer avec nos patients. Donc ça, c'est quand même une valeur. Et que tout ça, ça permet quand même une relation de confiance, des moments privilégiés, des relations privilégiées. Et moi, j'estime, alors les patients, ils le témoignent très souvent. Et en tant que professionnel de santé, moi, j'estime avoir une énorme chance parce que c'est pratiquement chaque fois des très belles rencontres. Voilà, merci beaucoup. Super, merci beaucoup Virginie, c'était très bien. C'est court, mais bon, ça permet au moins de mieux se rendre compte aussi de ce rôle d'infirmière. Merci beaucoup. On va passer donc tout de suite à l'intervention suivante qui est donc sur la discipline de l'ergothérapie, dont on parle peut-être un peu moins souvent. On va essayer de bien comprendre de quoi il s'agit avec Lorraine Billy. Bonjour Lorraine. Tu nous reçois? Tu nous entends? Oui, c'est bon, bonjour. Très bien, bonjour Lorraine. Alors, tu es ergothérapeute. Déjà, pour commencer, en quoi consiste du coup ton métier? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, donc l'ergothérapeute, c'est un professionnel de santé qui va exercer dans les champs sanitaires, médico-sociaux et dans le champ social également. Et il collabore avec de nombreux professionnels, donc les médecins, les auxiliaires médicaux, mais aussi les travailleurs sociaux. Et puis, les techniciens de l'habitat, parce qu'on va avoir une spécificité aussi dans l'aménagement du domicile. Et donc, c'est un intervenant qui est incontournable dans le processus d'adaptation et de réadaptation et également d'intégration sociale des personnes en situation de handicap. Donc, c'est un spécialiste du rapport entre l'activité et la santé. Il va mener en fait d'une part une action pour prévenir et modifier les activités délétères pour la santé, et puis d'autre part assurer l'accès des individus aux occupations qui sont importantes pour lui, que les personnes veulent ou doivent faire, et puis rendre possible l'accomplissement de ces occupations de façon sécurisée, autonome, indépendante et efficace.
En fait, nous, en tant qu'ergothérapeute, on considère les occupations comme toutes les activités qu'on fait du matin au soir, à partir du moment où on se lève jusqu'à ce qu'on se couche. Toute activité va être considérée comme une occupation. Donc, on utilise un terme qui est un petit peu un sens qui est un petit peu différent du sens habituel qu'on donne de l'occupation, qui est dans le langage courant utilisé pour tuer le temps, entre guillemets, on s'occupe. Là, c'est vraiment toute activité réalisée au quotidien. Et donc, l'idée avec notre rôle en tant qu'ergothérapeute, c'est de faire en sorte que les occupations qui sont les plus essentielles pour la personne, que la personne tient à faire ou doit faire, parce qu'il y a aussi des occupations qu'on n'aime pas faire, mais qu'on n'a pas le choix de faire, et bien que ces occupations-là, elles soient réalisées le plus possible par la personne de façon sécurisée et indépendante. Donc voilà, donc ça c'est le métier d'ergothérapeute de manière générale. Dans le cadre de la maladie de Parkinson, il y a plusieurs rôles qu'on peut avoir. Déjà, le but général va être donc de maintenir et d'améliorer donc ces occupations. Et puis, on va avoir plusieurs zones, plusieurs disons environnements sur lesquels on va pouvoir intervenir, ou plusieurs problématiques récurrentes. Donc, dans les déplacements, ça peut être... donc on sait que dans la maladie de Parkinson, il y a des difficultés pour réaliser ces déplacements quotidiens, que ce soit à l'intérieur du domicile ou à l'extérieur. Donc, pour l'intérieur du domicile, il va y avoir plusieurs types d'interventions, comme l'aménagement du domicile qui peut être mis en place, avec aussi des marquages au sol, des indiçages visuels qui peuvent être positionnés dans les zones importantes et qui sont souvent des zones un peu clés, les passages de porte, les lieux étroits comme les cabinets. Voilà. Donc ça va être des zones où on va pouvoir mettre en place des aménagements. Et puis, on va pouvoir aussi revoir dans les déplacements, le premier point, c'est le transfert assis-debout. C'est se lever pour pouvoir ensuite marcher. Donc, on va pouvoir aussi mettre en place des aménagements ou des aides techniques pour aider ce transfert assis-debout. L'environnement va pouvoir être modifié avec une rehausse des assises, par exemple, mettre des barres de lit, revoir l'accessibilité dans la salle de bain, qui est potentiellement une zone de chute, notamment s'il y a une baignoire, par exemple. Donc ça va être l'action de compensation, mais on va aussi pouvoir travailler en partenariat, bien sûr, avec le kinésithérapeute sur des actions de rééducation et donc de réentraînement au déplacement, avec ou sans indiçage visuel ou auditif. Donc ça concerne les déplacements. On va aussi pouvoir intervenir dans la sphère des préhensions, de la dextérité manuelle, parce qu'on sait que dans la maladie de Parkinson, il y a comme les mouvements de grande amplitude sont difficiles à produire, et que la dimension du geste est réduite. Sur des petits mouvements fins, la dimension va être tellement réduite qu'en fait, les mouvements fins vont être presque inefficaces. Donc, on va pouvoir, dès le début de la maladie, proposer des activités de rééducation, de manipulation fine d'objets, pour pouvoir faciliter ces mouvements et récupérer une bonne amplitude, une bonne dextérité, une bonne capacité de manipulation. Et donc ça, c'est des mouvements qui sont utiles dans la vie de tous les jours. Nous, on essaie toujours de contextualiser les choses. Par exemple, pour pouvoir mettre ses boutons, faire ses lacets, ce sont des mouvements qui sont essentiels. Lors de la cuisine, quand on va peler un fruit ou un légume, ce sont ces petits mouvements fins qu'on va retrouver et qui peuvent être vraiment pénalisants s'ils ne sont pas efficaces. Donc, du réentraînement, et puis toujours la même possibilité, c'est-à-dire que si le réentraînement n'est plus efficace ou pas satisfaisant, dans ce cas-là, compenser par des aides techniques, des aménagements. Donc, ça peut être par exemple un enfile-bouton pour faciliter le passage du bouton dans la boutonnière, changer les lacets pour mettre des lacets élastiques, ce qui permet d'éviter de devoir refaire ses lacets tous les jours. Trouver des petites astuces, en fait. On est un petit peu l'idée, c'est de voir avec le patient, le mettre en situation
d'activité qui lui pose problème. Et ensuite, de trouver ensemble avec lui une astuce qui sera pertinente, performante, pour pouvoir permettre que l'activité continue à se faire. C'est vraiment le maître mot, en fait, surtout dans la maladie de Parkinson, où on sait que les mouvements sont possibles, mais comme ils sont difficiles à initier, difficiles à produire, qui ne sont pas performants dans une première intention parce que le mouvement va être réduit, eh bien, les malades vont s'auto-imposer une réduction d'activité. C'est-à-dire que c'est plus facile de laisser faire monsieur ou madame, le conjoint, ou c'est plus facile parce que c'est épuisant de devoir toujours se battre et de devoir toujours penser à faire grand, à exagérer les mouvements. Le problème, c'est que cette réduction d'activité, elle rentre dans un cercle vicieux qui fait que on n'entretient pas les aptitudes et du coup, les aptitudes se perdent de plus en plus. Donc, nous, notre rôle, c'est quoi qu'il en coûte, ou peu importe la manière dont ce sera fait, il faut maintenir cette activité pour maintenir les habiletés qui sont là, qui sont présentes. Donc voilà, on peut aussi intervenir sur les troubles cognitifs. On sait que parfois, à des stades précoces, il y a des légers troubles cognitifs qui peuvent apparaître, des petits troubles de mémoire, des troubles de concentration. Et plus on les prend tôt, et plus on va pouvoir maintenir une bonne efficience cognitive, être en capacité de bien se concentrer, de pouvoir suivre 2 choses à la fois, ce qu'on appelle la double tâche. Donc ça, c'est des réentraînements qu'on peut mettre en place. Et puis toujours dans la même dynamique, quand le réentraînement est plus efficace, pouvoir compenser par exemple des agendas, des calendriers qui vont pouvoir compenser des troubles de la mémoire ou diminuer dans l'environnement des perturbateurs qui pourraient demander à ce que le patient se concentre sur 2 choses à la fois. Par exemple, quand on mange, éviter de mettre la télé, comme ça on se concentre bien sur le repas. Et voilà, donc prévoir un environnement qui soit plus adapté aux habiletés du patient. Voilà, on peut aussi intervenir sur la notion de fatigue et de lenteur. Souvent, les patients qui viennent me voir me disent « mais j'y arrive, mais c'est tellement lent, ça m'épuise, je ne suis pas efficace, le matin, je me lève, j'ai un rendez-vous, je dois me préparer et en fait, je sais que je suis capable de le faire, mais je demande à ma femme de m'aider parce que je suis trop lent. » Et donc, ici, ça va y avoir tout un travail d'éducation aussi et de réflexion autour de l'emploi du temps. C'est important de pouvoir réfléchir à comment je m'organise, en fait, de tenir compte de cette lenteur, mais aussi, je parle de la fatigabilité parce que ça rentre dans ce travail d'emploi du temps, avec la fatigue qui apparaît et puis les fluctuations motrices qui peuvent apparaître dans la journée. L'anticipation de qu'est-ce que je fais dans ma journée, comment je programme ma journée pour intégrer non seulement cette lenteur dans les activités, et donc anticiper suffisamment l'action pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit réalisée à temps. Comme ça, je ne me mets pas la pression, je n'ai pas le stress qui vient diminuer mes performances. Parce qu'en plus, quand on veut faire vite, on fait mal. Et ça, c'est bien connu. Donc, anticiper suffisamment pour pouvoir être au maximum performant. Et puis, prendre en compte cette fatigue, comment j'intègre des moments de repos, comment j'intègre des moments où je vais accepter d'être off parce que je sais qu'à ce moment-là de la journée, je suis off. Et comment j'organise ma journée pour pouvoir faire en sorte que mes activités qui sont vraiment importantes, je les fasse en on plutôt qu'en off. Comme ça, je sais que je vais être un peu plus performant et ça va être beaucoup plus satisfaisant pour moi. Donc, c'est aussi tout ce travail de gestion de la journée et de résolution de problèmes. Et puis, il y avait une dernière intervention que je voulais aussi pointer, qui est un peu particulière et qui est souvent méconnue des malades, c'est l'accompagnement dans la revalidation du permis de conduire. En fait, à partir du moment où on va avoir une atteinte neurologique, il y a un texte de loi qui exige de devoir passer devant un médecin agréé qui atteste que malgré la maladie, vous êtes toujours en aptitude pour pouvoir conduire un véhicule.
Et donc, il y a deux possibilités, hein. Soit le patient, le malade va aller directement consulter ses médecins agréés, dont la liste est disponible sur tous les sites de la préfecture. Soit, au cours d'une prise en charge avec une ergothérapeute, on peut envisager la mise en place d'un test en auto-école. Si quelqu'un est en doute de savoir, là, je sais plus si je suis apte ou pas à conduire. Souvent, les malades, ils arrêtent spontanément en se disant, là, je me sens plus trop apte. Et donc, ça peut permettre de faire un point, de faire une évaluation en auto-école qui atteste ou pas, ensuite, avec l'avis de l'ergothérapeute et du moniteur, des aptitudes à la conduite. Et derrière, toujours reprendre cette phase de validation auprès du médecin agréé. Voilà, donc c'est quelque chose d'important qui est souvent peu connu, peu discuté par les neurologues, peu abordé par les médecins qui accompagnent les patients. Et je trouvais que c'était important de pouvoir faire un petit point sur cet élément-là. Effectivement, ça fait partie des questions qui sont souvent posées. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Ensuite, à quel stade de l'évolution un malade peut s'orienter vers un ergothérapeute? J'ai envie de dire dès le début de la maladie, c'est possible, puisque en fait, alors l'intervention, elle va être différente. Vous avez bien compris en tant qu'ergothérapeute en fonction du stade d'évolution. En phase précoce, juste après le diagnostic, on va plutôt s'orienter sur de la prévention et de l'éducation. Donc revoir comment l'éducation par rapport à tout ce qui est justement ce maintien des activités quotidiennes, essayer de s'investir même s'il y a des petites difficultés qui apparaissent, ne pas laisser tomber les activités qui sont importantes. Peut-être mettre l'accent sur des activités aussi sportives, comme disait le kiné ce matin. C'est important de maintenir une activité sportive. Donc l'idée, c'est de maintenir une hygiène de vie qui soit en plus efficace pour lutter contre l'évolution de la maladie. Et puis, donc ça peut être important de faire un petit point avec un ergothérapeute en début de maladie. Et puis après, en fonction des stades, au stade modéré, on va pouvoir donc mettre en place des séances de rééducation. Puis au stade avancé, l'action va être plus sur la compensation. Et puis, je l'oublie pas non plus sur l'éducation de l'aidant, parce qu'au stade avancé, c'est l'aidant qui va prendre le relais souvent sur beaucoup de choses. Et il va être aussi important d'accompagner cet aidant sur les bonnes démarches, de le guider, parce que parfois les aidants sont souvent très experts aussi de leur performance, de leur accompagnement, et c'est souvent un échange qui est riche à la fois pour l'aidant, mais à la fois pour nous, professionnels de santé, parce qu'on en apprend aussi beaucoup. L'idée, c'est de pouvoir partager nos connaissances, nos compétences pour faire au mieux pour la personne. Donc voilà pour le stade d'évolution. Donc la démarche préventive, elle est utile, hein. Tout à l'heure, je parlais des fonctions cognitives. Le fait de maintenir une activité cognitive permet de maintenir au maximum ses habiletés. On sait que l'efficience cognitive, elle diminue aussi avec l'âge. Donc plus on va maintenir une activité cognitive efficace et régulière, plus on va avoir des aptitudes qui vont rester performantes. Alors, pour trouver un ergothérapeute, on a plusieurs possibilités. Donc, les ergothérapeutes travaillent majoritairement en structure de soins, donc des centres de rééducation qui proposent souvent des hôpitaux de jour, donc des séjours où en fait le malade vient à la journée ou à la demi-journée pour suivre ses séances, plusieurs fois par semaine. On a également des ergothérapeutes qui travaillent dans des structures dédiées, comme les ESA ou les ESPRAD, qui sont des structures en cours de développement, notamment dans le nord de la France, et qui là sont dédiées au niveau des maladies dégénératives type Parkinson, et où l'intervention en fait va consister en des visites au domicile de la personne. Et puis il y a aussi certaines structures comme les CCAS, les CLIC ou les SIAD qui sont équipés d'ergothérapeutes qui peuvent intervenir sur des démarches ponctuelles. Et puis également, il y a des...
Excuse-moi, Lorraine, juste la question que je voulais te poser, c'est dans ces cas-là, pour toutes les prises en charge que tu as décrites, c'est pris en charge là aussi, c'est pas à la charge de la personne. Oui, tout à fait. Là, on est sur des structures dédiées, donc avec une prise en charge. Et c'est pour ça que je voulais mettre à part l'aspect libéral. Il y a aussi des ergos en libéral qui peuvent être sollicités. Et là, pour le coup, il n'y a pas de prise en charge. Donc, pour pouvoir solliciter du coup ces ergothérapeutes, il faut une prescription médicale, soit du médecin traitant, soit de votre neurologue. Et puis souvent pour intégrer un hôpital de jour, il faut un courrier, juste un courrier de votre médecin traitant ou du neurologue qui sollicite une hospitalisation pour un suivi rééducatif. Voilà, donc comment donc là justement on revient sur la question de la prise en charge. Donc au niveau de la prise en charge, au niveau de la prise en charge, il y a des spécificités que l'ergothérapeute peut avoir, mais en fait qui sont pas indispensables. On n'est pas comme sur une profession où la pathologie et la connaissance de la pathologie est au centre de l'approche. Donc, comme j'ai expliqué, l'ergothérapeute, elle a une approche qui est centrée sur les occupations et pas sur les symptômes. Donc, finalement, la connaissance de la maladie, elle vient en second plan dans l'intervention de l'ergothérapeute. L'ergothérapeute, sa spécificité, c'est sa capacité à analyser une occupation, à analyser les habiletés motrices et cognitives d'un patient et à voir l'adéquation entre les habiletés de la personne et les habiletés requises pour pouvoir réaliser une occupation. Ça, c'est le cœur de travail de l'ergothérapeute. Donc, en soi, un ergothérapeute n'a pas forcément besoin d'avoir une formation spécifique pour intervenir auprès d'un malade, en l'occurrence un malade de Parkinson. Après, comme je le disais, il y a des espaces, des lieux, des services dédiés où les personnes vont avoir plus d'expérience dans la maladie de Parkinson, comme les ESPRAD ou il existe des HDJ, des hôpitaux de jour, où il y a des programmes dédiés. Donc, c'est le cas là où je travaille, avec un programme dédié à la maladie de Parkinson. Après, il y a des formations qui peuvent être proposées à des ergothérapeutes. Je sais que il y a la certification LSVT BIG qui est ouverte aux ergothérapeutes. Donc, certains ergothérapeutes peuvent être certifiés LSVT BIG. Et puis, il y a aussi dans le catalogue de formation continue des ergothérapeutes des formations dédiées à la maladie de Parkinson pour pouvoir mieux comprendre les besoins et la maladie. Donc, en soi, l'approche, la formation spécifique n'est pas indispensable, à mon sens, en tant qu'ergothérapeute pour intervenir auprès de malades parkinsoniens, mais il y a des formations ou des spécifications qui existent, et ça peut être un plus, un bonus, en effet. Lorraine, je te dis juste, il nous reste 1 minute. Ok, ça marche. Donc, rapidement, sur la prise en charge financière, comme je l'ai dit, en libéral, il n'y a pas de prise en charge, sauf certaines mutuelles qui peuvent intervenir. Et puis, en structure, il y a une prise en charge qui est faite par la sécurité sociale. Et puis, pour répondre à la dernière question, comment préparer une approche, la première approche avec un ergothérapeute? Souvent, moi, j'aime bien rencontrer l'aidant lors du premier entretien parce que ça permet de l'intégrer tout de suite dans ce réinvestissement des occupations. Dans les conseils qu'on peut proposer, c'est d'apporter les comptes rendus, évidemment, des médecins, du kiné, être ouvert aux propositions et aux modifications que l'ergothérapeute va pouvoir solliciter. Et puis, juste la petite parenthèse pour les libéraux, c'est de demander si la personne est OK pour prendre en charge une personne malade de Parkinson, parce que souvent, les libéraux en ergothérapie se sont spécialisés dans la pédiatrie, dans l'accompagnement des enfants. Donc, vérifiez juste que c'est OK pour l'ergo. Voilà. Super. Merci beaucoup, Lorraine, pour cette
très complète. On passe tout de suite à la présentation suivante, l'intervention suivante. C'est Laura Diaz da Silva qui va nous parler de la psychomotricité, puisqu'elle est donc psychomotricienne, à la fois avec un exercice en libéral et aussi un exercice en structure EHPAD. Bonjour Laura. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien, très bien. Est-ce que tu peux déjà nous présenter ton métier de psychomotricienne? Oui, alors j'essaye juste, donc je viens de lancer le diaporama, je ne sais pas si vous le voyez. Alors pour le moment, ah voilà, ça arrive, on le voit. Super. Alors déjà merci de m'avoir conviée à ces échanges, c'est hyper intéressant aussi d'écouter mes autres collègues avec qui on a des apports très complémentaires les uns des autres et ce qui est le mieux pour le patient, puisque quand on a une approche pluridisciplinaire, c'est toujours plus efficace que chacun dans son coin. Alors déjà, le métier de psychomotricien. Alors, c'est un métier qui est assez récent, qui date de 1974, avec initialement la création du diplôme d'État sous le nom de psychorééducateur, puis psychomotricien en 85. Donc, le décret de compétence, il est assez récent et en même temps très ancien, puisqu'on a plein d'anciennes appellations. Il est de 88. Le métier de psychomotricien, nous, on est donc auxiliaire de médecine, comme les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes, orthophonistes, etc. Et on va être titulaire d'un diplôme d'État à l'issue de 3 années d'études, dans lesquelles on va avoir de l'anatomie, de la psychologie et bien sûr de la psychomotricité, qui va étudier en fait l'ensemble des comportements moteurs mis en lien avec l'activité cérébrale, psychique, affective et relationnelle du sujet. Donc, à l'aide d'un bilan psychomoteur, en fait, le psychomotricien va avoir une vision qui va être assez globale de la personne, et cela à tous les âges de la vie, du bébé jusqu'à la personne âgée. On va nous traiter les dysfonctionnements au niveau des liens qui se passent entre ces différentes sphères, entre ce que je peux faire, entre ce que je sais faire et entre ce que je veux faire. Et parfois, il y a des dysfonctionnements, il y a un domaine qui va prendre le dessus sur un autre et qui va entraîner des perturbations. Et nous, par le biais de médiations diverses et variées, on va essayer de permettre de garder un lien et une harmonie entre la tête et le corps. Pour simplifier. Au niveau de la temporalité de prise en soin, on n'interviendra pas forcément, à mon sens, au tout début, parce que déjà, il y a une démarche diagnostique qui est assez longue, qui est assez complexe. Il y a effectivement les centres experts parkinsoniens ou des démarches en libéral qui vont se faire avec le temps. Et il y a déjà tout un tas, finalement, de prises en soin qui vont être à mettre en place. Je pense notamment à la kinésithérapie, l'ergothérapie, voire l'orthophonisme. Je pense que ça va être peut-être un petit peu avant que l'intervention qu'on peut avoir, nous, en psychomotricité, par rapport à nos axes de prise en soin. En revanche, on peut effectivement accompagner aussi dès le début et tout au long des stades de la pathologie. Mais si je devais donner un ordre de priorité, je pense qu'on ne serait pas non plus dans la toute première indication. Voilà. Au niveau de l'éducation thérapeutique, on va, nous, y contribuer également, comme tout soignant, finalement, à permettre aux patients, à vous et votre entourage, de pouvoir avoir les informations sur qu'est-ce que votre maladie va engendrer, qu'est-ce que ça va pouvoir provoquer comme bouleversement dans votre quotidien et quels vont être les moyens, les leviers pour que vous puissiez vivre au mieux votre maladie. Et je pense que c'est aussi notre responsabilité de soignants et d'accompagnants de participer à cette éducation thérapeutique. Donc le psychomotricien, au même titre que les autres professionnels, va y contribuer. Ensuite, au niveau de la prise en soin, on va nous retrouver principalement sur 2 sphères pour les personnes touchées par la maladie de Parkinson. Ça va être en libéral, donc au même titre que les ergothérapeutes, on a besoin d'une prescription médicale, on ne va pas être remboursé par la sécurité sociale. Certaines mutuelles vont vous rembourser quelques séances. Et parfois même, on peut quand même démarcher des dossiers auprès de la MDPH ou des dossiers extra-complémentaires auprès de la sécurité sociale. Parfois, ça peut quand même aboutir à une aide complémentaire avant d'être en institution. À ce titre, une assistante sociale pourra notamment aider à financer ses besoins en psychomotricité, en ergothérapie. En prise en soin en libéral, on va être vraiment donc, sur les premiers stades
de l'affection. On va accompagner principalement les sphères motrices, la confiance en soi, de pouvoir aussi accompagner sur cette prise en compte de la pathologie. Ensuite, en prise en soin d'institution, on va nous retrouver plus largement au sein des EHPAD notamment et des différents types de structures gériatriques. Et donc là, plutôt dans le cadre d'une affection qui est déjà d'un stade plus évolué et avancé de la pathologie. Nos objectifs psychomoteurs, ils vont être sous 4 aspects. Je vais commencer par ceux qui vont se recouper un peu avec les professions présentées en amont. Tout d'abord, atténuer les symptômes moteurs et limiter les complications. On va pouvoir proposer en institution notamment, mais même en extérieur, des groupes de prévention des chutes, de renforcement de l'équilibre, des transferts, en complémentarité avec les kinésithérapeutes et l'ergothérapeute par rapport à chacun notre regard un peu spécifique sur la situation. Nous, on va beaucoup appuyer sur la prise de conscience de notre axe corporel, de notre proprioception, c'est-à-dire les sensations internes que nous renvoie notre corps, pour bien ajuster aussi notre équilibre et savoir qu'est-ce qui se passe dans mon corps, comment mon corps le manifeste et quelles sont les émotions aussi qui vont être liées à mes difficultés, parfois motrices. Et donc, nous, on va accompagner plutôt ce regard-là sur quelles sont les expressions psychocorporelles de mes difficultés et aussi parfois de mes facilités, bien sûr, parce qu'on est là aussi pour maintenir ce qui va aussi bien. Et il y a encore des choses qui vont bien, et cela, peu importe le stade de la maladie. On va aussi apporter de la stimulation de la motricité fine au niveau du visage, au niveau digital. Et ça va passer par des activités motrices, souvent de l'activité physique adaptée. Depuis le rapport interministériel de Bigard de 2016, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les kinésithérapeutes ont été vraiment légitimés par rapport à l'utilisation de cette activité physique adaptée dans le cadre des affections de longue durée, dont fait partie la maladie de Parkinson. Donc, on ne va pas forcément proposer cette activité physique en amont. Ce sera plus, effectivement, les loisirs, les coachs sportifs, etc., qui pourront accompagner cet aspect préventif, au même titre que les diététiciens vont apporter les aspects d'hygiène de vie. Et on aura notre collègue qui va parler plus après, il me semble. Nous, on va pouvoir intervenir plutôt dans l'institution ou en libéral pour proposer une activité physique adaptée aux difficultés qui sont déjà un peu plus lourdes sur les derniers stades en fait de la maladie. Et ça a été légitimisé récemment en 2016 pour qu'on puisse vraiment proposer de la gymnastique douce, des activités de ce type en institution et même voir des sorties. Moi, ça m'est arrivé de faire du mini-golf, de partir faire d'autres types d'activités un petit peu comme ça et de pouvoir justement apporter toute une adaptation autour de l'activité qui peut-être était initialement de loisirs, mais avec les difficultés qui vont demander un encadrement médical et paramédical un petit peu plus conséquent. Ensuite, le deuxième axe, c'est favoriser la confiance en soi et en son corps. Alors, effectivement, il y a les psychologues qui vont intervenir sur cet aspect-là. Nous, on va compléter cette approche psychologique à travers des expériences sensorielles et motrices agréables. L'objectif, ça va être de permettre à la personne de retrouver du plaisir, à interagir avec son quotidien, de se remettre en mouvement et de redonner la possibilité d'agir sur son environnement. Et on va essayer de s'appuyer un petit peu sur peut-être les loisirs qu'aimait faire la personne, prendre le temps de discuter. Et c'est vrai que c'est important ce temps d'échange avec la famille, avec le patient en amont de commencer la prise en soin pour pouvoir justement situer un petit peu quelles étaient les affinités, les loisirs préférentiels et pouvoir rebondir dessus et continuer quand même à faire des choses. Donc, on peut utiliser la peinture, on peut utiliser aussi des temps plus de détente, utiliser la balnéothérapie, si la personne aimait bien l'eau, aller à la piscine, etc. On peut utiliser pas mal de leviers de ce type. Et l'objectif, ça va être que la personne reprenne la possibilité de rééprouver un corps qui va être aussi un corps de plaisir, un corps qu'on valorise. Et ça peut passer aussi par des soins socio-esthétiques parfois qu'on peut être amené à faire en tant que psychomotricien aussi sur les structures. Ensuite, il y a deux axes que je considère qui sont un petit peu plus spécifiques
aux psychomotriciens, ça va être de favoriser la prise de conscience corporelle. Donc, c'est ce que je disais déjà en amont tout à l'heure. Ça va être vraiment de permettre à la personne de rééprouver son corps, de le ressentir et de sentir toutes les sensations, la mise en mouvement qui sont dedans. Et donc, on va pouvoir proposer de l'art floral, du loto-sonore, de la musique, de la pâtisserie, des jeux d'équilibre et des coordinations pour pouvoir favoriser ça. Et parfois, ces activités, on va les faire aussi en co-animation avec les animateurs de structure. Et nous, apporter notre regard paramédical et pouvoir compléter finalement une observation de bilan pour pouvoir ajuster aussi nos projets thérapeutiques. Et on va aller chercher à permettre à la personne d'explorer ses sens, de pouvoir vraiment réexplorer ses sens, les sens qu'on sait qui sont déjà finalement touchés aussi dans le vieillissement normal, sans parler de pathologie. Il y a aussi la dégradation sensorielle qu'on a tous avec l'âge. Enfin, permettre un accès à un relâchement psychocorporel. Et en psychomotricité, dans nos formations, on est très formé à tout ce qui est technique de relaxation, qu'elle soit statique et dynamique, et justement au fait d'être sensibilisé à pouvoir les adapter à n'importe quelle population. Et cela suivant les handicaps ou les difficultés. Et donc, on va pouvoir proposer tout un tas de techniques, de méthodes pour permettre un mieux-être, trouver aussi un équilibre psychique et un mieux-être, une harmonie et plus de relâchement, d'arriver à se détendre aussi, parce que les douleurs souvent vont entraîner un état de crispation, voire de relâchement complet du corps et on peut aussi désinvestir son corps suite aux douleurs. Et le but, justement, c'est de continuer à pouvoir éprouver aussi de la détente et du relâchement. Et pas vivre tout dans l'hypervigilance et la douleur. Et donc, pour ça, on va pouvoir proposer aussi différentes techniques, outils, médiation. Enfin, accompagner aussi les équipes. On va avoir aussi un rôle vis-à-vis des équipes, des autres collègues, concernant notamment la prévention de l'apparition des symptômes psychocomportementaux lors des actes de la vie quotidienne, les refus de soins, les choses comme ça, qui peuvent aussi avoir lieu, les difficultés lors de l'hygiène qui peuvent créer de la frustration, voire de la colère, et de pouvoir aussi nous accompagner les équipes à mieux comprendre la maladie, ce que ça implique sur le plan psychique et corporel, et pouvoir du coup faire en sorte que le soin se passe aussi très bien pour tout le monde, et que voilà. Donc ça, ce serait principalement les 4 objectifs psychomoteurs. Je ne sais plus s'il y avait d'autres, si j'ai oublié quelques questions. Écoute, tu as déjà répondu à pas mal de choses. Alors, c'est vrai que tu l'as précisé, les psychomotriciens, on va plutôt les trouver dans des structures qui interviennent d'ailleurs soit à domicile, soit les structures d'hébergement comme les EHPAD. Mais tu as quand même, toi, une activité en libéral. Est-ce que tu reçois des adultes est-ce que, voilà, en tant que malade de Parkinson, on peut aller trouver un psychomotricien et engager un suivi en ville comme ça? Oui, on peut bien sûr aller en ville. Il y a des psychomotriciens qui sont d'ailleurs spécialisés et qui acceptent que des adultes et des personnes âgées dans leur état. Parce que ça demande, en libéral, ça demande vraiment du matériel qui est un peu différent que ce qu'on peut avoir pour les enfants. Après, c'est vrai que c'est moins courant parce qu'il y a peu de psychomotriciens. Les plans, notamment les plans de la maladie d'Alzheimer, ont permis de débloquer des postes, mais ça arrivait quand même, dans les années 2010, après 2010. Donc, c'est quand même assez récent que les psychomotriciens, les ergothérapeutes aient plus de place auprès des personnes âgées. C'est assez récent et initialement, on était quand même très indiqué plutôt pour les enfants. Donc, en libéral, il y a beaucoup plus de psychomotriciens qui travaillent avec des enfants et qui ne sont pas forcément à l'aise à l'égard d'accompagner de la personne âgée parce qu'il faut un petit peu plus de matériel et un environnement qui soit un peu plus large pour permettre des axes plus rééducatifs, je dirais. Et ce n'est pas toujours le cas. Maintenant, oui, tous les psychomotriciens ont une formation en gériatrie et sont aptes, en toute logique, à accueillir. Maintenant, tous ne le proposent pas. Donc, voilà.
C'est vrai que tu parles beaucoup de la personne âgée et on a compris que là, pour le coup, l'intervention du psychomotricien, il va peut-être être plus, elle va peut-être être plus tardive dans l'évolution de la maladie. Du coup, sans doute que la personne sera plus âgée. Mais comme tu as évoqué aussi l'intervention dans le cadre des activités physiques adaptées, est-ce que du coup, ça veut dire que ça va être des activités physiques adaptées qui sont plus orientées pour des personnes qui sont effectivement un peu plus avancées dans la maladie ou est-ce que quelqu'un qui est jeune et qui découvre qu'il a le diagnostic de maladie de Parkinson, ça a du sens qu'il aille voir un psychomotricien ou ça va être plus du coup un coach sportif ou autre? Alors, si c'est pour, les aspects d'activité physique adaptée, de toute façon, c'est recommandé pour tout le monde, que ça soit qu'on soit malade ou pas. Le OMS recommande de l'activité physique pour tout le monde. Ouais. Maintenant, la notion d'activité physique adaptée, elle vient vraiment prendre en compte aussi cette dimension, il me semble, de difficulté, de handicap. Et nous, on va intervenir vraiment sur ces stades plus avancés parce qu'on aura une connaissance de la pathologie qui sera beaucoup plus complète que celle, par exemple, de quelqu'un qui est en BPGEPS ou qui a une certification professionnelle. Aura une formation moins aboutie sur cette connaissance des pathologies, des difficultés que nous, on a en tant que professionnel paramédical. Donc, c'est là la distinction et c'est pour ça que dans le rapport, le tableau montre bien cette progression. C'est-à-dire, au début, on va plus faire de l'activité physique avec des sites en ligne ou aller en salle, etc., avec un coach sportif ou quelqu'un à domicile ou le faire par nous-mêmes. Et puis après, au fur et à mesure, peut-être s'orienter vers des professionnels paramédicaux pour avoir un accompagnement qui soit plus ajusté à nos difficultés. Maintenant, nous, on va intervenir aussi sur les autres aspects, c'est-à-dire en libéral, on va pouvoir accompagner la gestion des douleurs en proposant de la relaxation. On peut venir proposer de la stimulation plus individuelle, par exemple aussi l'accompagnement de la micrographie, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai par rapport à l'ajustement tonique, la régulation du geste, on va pas être tout à fait sur la même dimension que les orthophonistes sur cet aspect, puisque nous, on va venir travailler la régulation gestuelle, la réintégration sensorielle dans le geste graphique. Mais c'est des choses qu'on peut aborder. Et bien sûr que si quelqu'un touché par la maladie vient nous voir, on pourra l'accompagner et aussi prévenir et permettre de maintenir et de limiter aussi l'entrée en institution, qui n'est pas toujours aussi possible pour tout le monde. Et plein de raisons qu'on connaît. Très bien. Écoute, merci beaucoup, Laura. Je pense que tu avais fini. En tout cas, on avait répondu à toutes les interrogations qu'on avait en amont. Et je l'ai pas redit, mais je tenais quand même à le dire qu'il est possible vraiment de poser toutes vos questions dans le chat qui est à votre disposition. Et même si on ne peut pas là forcément y répondre, on va vraiment prendre un temps après, a posteriori, pour répondre à toutes ces questions et on les mettra sur le site internet sous la forme d'une foire aux questions. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous en avez et qu'il n'y a pas eu les réponses que vous attendiez, à les poser et on les prendra en aval du coup. Merci beaucoup Laura pour cette présentation. Merci à vous. À bientôt. On passe tout de suite à l'intervention, cette fois d'une psychologue, puisque les psychologues font aussi partie du parcours de soins dans la maladie de Parkinson. Donc là, j'accueille Bérangère Flinois. Bonjour Bérangère. Bonjour Amandine. Bonjour à toutes et à tous. Donc toi, tu es psychologue alors en centre expert Parkinson, donc à Lille. Mais bon, tu vas nous parler à la fois de ton travail au sein du centre expert et peut-être aussi plus globalement du recours aux psychologues même en ville. Alors déjà pour commencer, là encore, je pose toujours la même question. En quoi consiste ton métier et surtout voilà comment le psychologue intervient dans le parcours de soins, à quel moment de la maladie de Parkinson? Alors, merci pour l'invitation et puis pour cette proposition d'intervention qui montre bien l'intérêt de la pluridisciplinarité dans la prise en charge et les présentations qui ont été faites par les collègues précédents qui étaient toutes très riches, très intéressantes et qui, je pense, font sens du coup dans le parcours du patient avec tous ces liens qu'on crée. Alors, pour ce qui est du psychologue, alors vous avez la collègue juste avant qui a très bien expliqué ce que c'était qu'une psychomotricienne, puisqu'on entend beaucoup, le terme psy, ça recouvre beaucoup de choses. Il y a les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes, les psychothérapeutes, et parfois on y perd un petit peu son latin.
Alors, avant de parler peut-être des psychologues, je vais juste préciser ce que c'est qu'un psychiatre, peut-être aussi pour bien faire la différence. Alors, le psychiatre, c'est un spécialiste, bien sûr, on va dire de la santé mentale, hein, de la santé psychique d'un individu. Le psychiatre est un médecin. C'est une spécialité, la psychiatrie de la médecine. Donc, il est médecin et peut, à ce titre, prescrire des traitements médicamenteux après avoir évalué et diagnostiqué certains troubles chez des patients. Ils ne sont pas tous psychothérapeutes. Alors, il y a une grosse pénurie, hein, ces professionnels. On l'a bien vu là actuellement avec la crise sanitaire. Donc, ils n'ont pas forcément tous la possibilité de proposer un accompagnement plus régulier, plus large. Et ils ont une mission très, très importante d'évaluation des difficultés et puis de la prise en charge médicamenteuse que nous ne pouvons pas faire. Et puis, soit ils sont psychothérapeutes et puis ils peuvent aussi vous accompagner en psychothérapie, soit ils réorientent à ce moment-là vers un psychologue. Donc nous sommes aussi des professionnels, on va dire, spécialisés dans l'appareil psychique, la santé mentale, mais nos études ne sont pas des études médicales. On a 5 ans d'études en psychologie, donc en sciences humaines. Et donc nous, notre profession, on est un petit peu des professionnels du fonctionnement psychique, dans les dimensions subjectives, affectives, émotionnelles, cognitives, et puis dans la psychopathologie, hein, c'est-à-dire quand toutes ces dimensions présentent des troubles. On nous appelle parfois des professionnels de l'écoute, puisque ça va être quand même un outil très, très important dans notre travail. Et on va accompagner des personnes lorsque celles-ci présentent une souffrance d'ordre psychique, en évaluant les difficultés et puis après en essayant de restaurer, améliorer ou maintenir l'état psychique du patient. Donc nous ne pouvons pas prescrire de traitement médicamenteux et souvent c'est une collaboration avec un médecin psychiatre qui lui peut être amené à prescrire un traitement quand cela est nécessaire. Alors après, il y a les psychanalystes qui eux n'ont pas, quand ils sont juste psychanalystes, n'ont pas une formation universitaire et pratiquent ce qu'on appelle la cure analytique. Donc là, vraiment, c'est un dispositif spécial d'accompagnement avec ce fameux sofa où on ne regarde pas le professionnel. Donc quand on va voir un psychologue, on n'est pas forcément dans un sofa. C'est quelque chose de parfois beaucoup plus interactif. Ça, c'est vraiment une prise en charge très, très particulière. Après, il y a tout ce qui est enfin, en tout cas, les thérapeutes, certains professionnels ou en tout cas de personnes veulent se former un petit peu à des techniques particulières sans forcément avoir le bagage universitaire en psychologie. Donc, voilà. Faites attention quand vous allez voir des professionnels à leur formation initiale parce que parfois, il y a des gens qui se forment très, très sérieusement et puis il y en a d'autres qui font des formations qui sont un petit peu moins sérieuses. Donc, soyez toujours vigilants au parcours du professionnel que vous rencontrez. Alors, dans la maladie de Parkinson, quel peut être notre rapport? Alors, je dirais que le besoin d'accompagnement psychologique peut se faire ressentir à tout moment. On l'imagine très, très facilement au moment de l'annonce, hein, qui a souvent un retentissement très, très important, à la fois pour le patient qui reçoit cette mauvaise nouvelle, mais aussi pour les proches, et en particulier les conjoints, hein, qui voient aussi leur vie, ou en tout cas leur avenir, parfois bouleversé. Donc, il y a vraiment ce temps-là, en particulier quand on travaille en centre expert où les neurologues peuvent nous orienter les patients une fois qu'ils ont réalisé une annonce. Et puis après, le besoin peut se faire ressentir vraiment à tout moment de la maladie selon la perception des difficultés de la personne. Alors, il y a bien sûr des choses très communes qui vont apparaître. Ça peut être un moment d'évolution qui peut être compliqué, l'apparition, la majoration d'un symptôme comme le tremblement qui peut focaliser la gêne d'un patient. Il peut aussi y avoir des troubles qu'on appelle thymiques, donc de la dépression, aussi des troubles anxieux que l'on retrouve très très fréquemment associés à la maladie de Parkinson. Et puis des troubles qu'on appelle psychocomportementaux d'une manière générale, donc des modifications de l'humeur, de l'anxiété, du comportement.
Et la spécificité dans la maladie de Parkinson, c'est que ces troubles peuvent en fait apparaître pour différentes causes. C'est-à-dire comme ils peuvent être réactionnels à ce que l'individu est en train de vivre. Donc, on imagine par exemple que l'annonce de la mauvaise nouvelle puisse entraîner une baisse de morale, un état dépressif par exemple. Mais on sait que dans la maladie de Parkinson, les atteintes cérébrales, le manque de dopamine peuvent aussi engendrer ce type de symptômes. Donc, vraiment liés à la physiopathologie de la maladie. Et donc, c'est des phénomènes qui peuvent aussi fluctuer dans le temps, comme les symptômes moteurs. Ça, c'est très spécifique dans le cadre de la maladie de Parkinson. Et pour d'autres types de troubles, eh bien, parfois, la cause est à aller chercher au niveau des traitements. Je pense notamment au phénomène un petit peu d'addiction que certains connaissent ou ont connu. Les modifications de l'humeur aussi, parfois, qui peuvent être là liées au traitement. L'intérêt, c'est d'identifier ou d'essayer d'identifier la cause. Ça n'est pas toujours simple et parfois, il y a plusieurs causes entremêlées. Mais l'intérêt d'identifier la cause, c'est de proposer une prise en charge plus adaptée. Puisque si c'est provoqué par un traitement, on va essayer de jouer sur le traitement avec le neurologue plutôt que d'aller chercher une prise en charge plus classique d'un phénomène réactionnel. Donc voilà, l'intérêt d'identifier la cause des difficultés. Puis après, il y a des moments spécifiques, des moments clés, comme l'introduction de traitements de seconde ligne pour certains, les pompes, la neurostimulation qui nécessitent parfois un cadre pour penser et cheminer par rapport à l'arrivée de ces traitements. Et puis, on est aussi disponible pour les proches. Qui peuvent aussi avoir des difficultés. Et puis pour les couples, parce que c'est quand même, ça peut toucher le couple dans sa sphère intime, ça peut bouleverser les projections dans l'avenir du couple. Donc on est là aussi pour parfois proposer un cadre pour aider le couple en difficulté. Alors du coup, comment on a recours quand on a la maladie de Parkinson et qu'on ressent le besoin de consulter un psychologue, comment on peut y avoir recours? Est-ce qu'il faut demander une prescription médicale? Est-ce que c'est pris en charge? Comment ça se passe? Alors, il va y avoir plusieurs contextes en fait qui vont faire que les demandes et les prises en charge vont être différentes. Alors, à la base, nous ne sommes pas donc du coup des professionnels médicaux ou paramédicaux. Donc, en fait, le psychologue ne fonctionne pas avec une prescription médicale. Vous pouvez aller voir un psychologue en libéral ou si vous en avez un dans le service dans lequel vous êtes suivi, il n'y a pas forcément de prescription médicale pour pouvoir aller voir un psychologue. Quand on est, comme moi, je travaille dans le centre expert ou quand on travaille dans un service hospitalier, souvent, soit vous avez un numéro, vous êtes au courant qu'il y a un psychologue dans le service, vous avez un numéro où c'est le neurologue, le médecin qui oriente vers le professionnel. Et donc, dans ces cas-là, la prise en charge financière du psychologue, elle est prise en charge, on va dire, par l'hôpital. Vous n'avez pas à financer les séances quand vous allez à l'hôpital. Les bons de transport, toutefois, si vous n'allez voir qu'un psychologue, ne vont pas être pris en charge par la Sécu, même si c'est à l'hôpital et que c'est dans le cadre de votre pathologie de longue durée. Ça devient un peu plus compliqué quand on sort de l'hôpital, parce que le psychologue n'étant pas médecin ou n'étant pas un professionnel paramédical, la Sécu ne prend pas en charge les accompagnements psychologiques à l'heure actuelle. Donc, si vous allez voir un professionnel en libéral, eh bien, on va vous demander de financer les séances. Alors, il y a différents dispositifs qui permettent d'aider au financement quand même. Vous avez en premier lieu les centres médico-psychologiques qui là en fait sont un petit peu la psychiatrie délocalisée de l'hôpital, des centres qui sont situés en ville et donc votre adresse postale est automatiquement rattachée à l'un de ces centres et dans ces centres vous avez des psychiatres, des infirmiers, des psychologues et là votre prise en charge psychologique va être prise en charge si vous allez dans ces secteurs. Vous ne pouvez donc pas choisir le centre dans lequel vous vous rendez. Il y a parfois des délais de prise en charge importants, mais vous pouvez bénéficier d'un accompagnement psychologique sans devoir avancer des frais. En libéral, après, vous pouvez vous renseigner auprès de mutuelles
qui rembourse parfois un certain nombre de séances à l'année ou une partie du montant. Et puis, donc là, avec la crise actuelle, si on peut trouver quelques bénéfices à la crise du Covid, c'est quand même la mise en évidence de la nécessité d'accompagner les gens sur le plan psychique. Donc, il y a pas mal de discussions sur le remboursement actuellement des consultations avec un psychologue. C'est compliqué, il n'y a pas encore de règles établies, mais on va quand même dans ce sens-là, l'évolution est plutôt favorable. Puis je me permets de citer du coup peut-être le dispositif de France Parkinson qui est encore valable quelques mois. Oui, sans doute qu'il sera valable encore après, on espère, en tout cas. Qui permet d'aider au financement de 5 séances auprès d'un psychologue. Donc, je ne dis pas que ça répond à toutes les demandes, mais en tout cas, de plus en plus, on arrive à faciliter l'accès auprès des professionnels psychologues. Donc, n'hésitez pas à prendre des renseignements et puis à vous faire accompagner. Très bien, merci beaucoup. Alors, une autre question que se posent souvent les personnes malades quand elles ont pris la décision de consulter un psychologue, c'est est-ce qu'il y en a qui sont plus spécialisés justement pour l'accompagnement de la maladie chronique ou sans parler spécifiquement de Parkinson. Est-ce qu'il y a des psychologues vers lesquels il vaut mieux s'orienter plus que d'autres? Comment on les identifie? Alors, quand vous rencontrez le psychologue dans le centre expert ou dans le service de neurologie, alors vous n'avez pas forcément beaucoup de choix, parce qu'on n'est pas très nombreux. Donc forcément, nous, on va être spécialisé dans la pathologie du service, où on est sensibilisé à la maladie somatique et aux aspects psychiques liés à cela. C'est moins le cas quand on est en libéral, puisque on ne peut pas être formé à toutes les pathologies. Donc, forcément, quand vous allez en libéral, le professionnel que vous rencontrez n'est peut-être pas sensibilisé à votre pathologie en particulier. Mais je rejoins ce que disait la collègue ergothérapeute tout à l'heure. Dans l'accompagnement psychologique, la maladie va pas être... la connaissance de la maladie ne va pas être nécessaire dans une première intention. Vous n'allez pas, on n'est pas neurologue, on n'a pas forcément besoin de connaître sur le bout des doigts la maladie de Parkinson. On est quand même sensibilisé à ce que l'arrivée d'une maladie peut provoquer au niveau psychique, mais il n'y a pas forcément nécessité dans un premier temps d'être des professionnels de la pathologie en question. Ça peut quand même être intéressant dans le cadre de la maladie de Parkinson, si vous rencontrez un professionnel non sensibilisé, de le sensibiliser justement aux points qui vous semblent importants. Je pense notamment aux effets secondaires de traitement, au fait que certains troubles psychiques peuvent être liés à la maladie de Parkinson, le rôle des émotions qui ont tendance à majorer les symptômes moteurs. Je pense que c'est important de lui porter son attention là-dessus. Libre à lui après de s'informer plus spécifiquement pour mieux vous accompagner. Moi, dans le cadre de mon travail, quand on réoriente sur un professionnel en libéral, je reste disponible pour le professionnel s'il a besoin d'échanger sur la maladie. De plus en plus, il y a quand même des psychologues qui sont formés. Je pense, j'interviens à l'université, donc on a des points comme ça de sensibilisation. France Parkinson aussi sensibilise depuis plus d'1 an maintenant des professionnels qui exercent en libéral à la maladie. Donc, de plus en plus, on fait connaître cette maladie auprès des professionnels et je pense que c'est quand même suffisant pour avoir de bonnes bases de prise en charge. Oui, tu as raison de le souligner. Et d'ailleurs, tu interviens dans certaines de ces journées qu'on organise spécifiquement pour les psychologues sur la maladie de Parkinson, mais plus spécifiquement aussi les symptômes et les répercussions de cette maladie au plan psychologique. Et il faut le souligner, c'est des propositions que l'on fait maintenant de plus en plus à distance. Donc, c'est plus facile pour les psychologues d'y avoir recours et c'est gratuit. Donc, voilà, c'est important. Merci là encore d'avoir éclairé ce sujet. Mais alors encore une fois, si le psychologue n'a pas eu connaissance de ces possibilités, n'a pas fait ces démarches, est-ce qu'il y a, à ton avis, des
questions, des bonnes questions à poser ou des bonnes demandes à formuler en amont ou au moment du premier contact avec le psychologue? Alors, comment choisir son psychologue? C'est une vaste question. C'est quand même la base de notre travail, c'est quand même de réussir à créer une relation de confiance avec la personne qui vient nous voir. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut peut-être vous laisser du temps pour trouver le bon professionnel, celui qui va réussir à établir avec vous un lien suffisamment sécure, que vous soyez suffisamment confiant pour aborder certaines problématiques, certaines choses plus compliquées. Et ça, ce qui va vous correspondre à vous va peut-être être différent pour quelqu'un d'autre. Donc, il faut parfois essayer plusieurs professionnels pour trouver celui qui nous convient. Maintenant, en libéral, de nombreuses personnes quand même essayent d'avoir un site internet, donc où ils se présentent, où ils mettent en évidence des techniques spécifiques s'ils en utilisent. Donc, ça peut être pour vous une première approche. Si vous êtes en recherche, par exemple, de techniques d'hypnose, de thérapie cognitive, comportementale, émotionnelle, de sophrologie, etc. Peut-être qu'en regardant les professionnels proches de chez vous, en regardant s'ils ont un site internet, vous pouvez être renseigné là-dessus. Regardez peut-être, renseignez-vous sur les tarifs aussi, si vous devez financer, puisque les tarifs ne sont pas forcément les mêmes. On a toujours, c'est une moyenne, on est en 55-60 euros, mais ça peut varier d'un professionnel à l'autre. Regardez les disponibilités et puis l'accès, si vous avez des problèmes de mobilité. Ça peut être important. Et je dirais aussi que dans les premiers temps, en tous les cas de la rencontre, peut-être sensibiliser le professionnel à ces aspects de fluctuation et de majoration de vos soucis moteurs si vous en avez liés au stress. Parce que parfois, on va consulter pour un problème de stress et je pense que vous connaissez la problématique mieux que moi. On est stressé, donc on veut aller voir un professionnel et puis on prend rendez-vous et 1 heure avant le rendez-vous, on commence à stresser sur le fait que peut-être on va pas être bien, qu'on peut-être on va être en off, qu'on va bloquer, qu'on va être en retard, qu'on va pas arriver à l'heure. Donc ça fait augmenter le stress, ça augmente les problèmes moteurs et puis on n'arrive pas à aller au rendez-vous et donc on se dit qu'on n'y arrivera pas et on laisse tomber avant d'y aller. Donc peut-être que de sensibiliser le professionnel très très en amont de ça, lui expliquer que vous avez ce souci-là, ça va peut-être vous apaiser avant d'aller à votre consultation. Et puis, vous allez réussir à ce que disait un petit peu la collègue tout à l'heure, ergothérapeute, préparer la consultation, prendre du temps, vous apaiser, avoir prévenu le professionnel, tout ça peut participer au fait que vous y alliez de manière plus décontractée et que vous puissiez engager un suivi de manière plus régulière. Ouais. Puis c'est vrai que ça se développe de plus en plus aussi les suivis à distance. Alors bon, avec les leviers et les écueils qu'il y a, mais bon, au moins ça a le mérite de se développer, d'exister. Et puis là, effectivement, avec la crise, s'il y a un désavantage, encore une fois, c'est que ça a permis de beaucoup plus développer les choses à distance. Donc, ça peut être aussi un moyen de limiter le problème justement du déplacement, de l'accès, etc. Oui, il y a des psychologues qui font du domicile et il y a la visio qui s'est développée du coup avec la crise du Covid. Donc l'idéal, c'est quand même le présentiel, mais c'est quand même des moyens qui peuvent être vraiment pertinents quand on a des soucis de mobilité pour faciliter l'accès. Bon, super. Merci Bérangère. Je ne sais pas s'il y a un point qu'on n'aurait pas évoqué que tu voulais dire à la fin, mais sinon… Je pense que c'est vraiment par rapport à la démarche. Je sais que c'est pas une démarche facile que d'aller voir un psychologue. Il y a beaucoup de représentations négatives. Quand on va voir un psy, on n'est pas fou, on estime que les difficultés sont pas suffisamment graves. L'idée, c'est pas forcément d'attendre le moment où on n'en peut plus, on est épuisé, on n'a plus de ressources, parce que quand on rencontre une difficulté, ça demande quand même des ressources et de l'énergie que d'aller voir un psychologue pour y faire face. Donc n'attendez pas trop longtemps. Et ça doit vraiment venir de vous. Il n'y a aucun intérêt à vous forcer à aller voir un professionnel. Il n'y a aucun intérêt à ce qu'un médecin vous force ou qu'un proche vous force. Parfois, ils peuvent vous favoriser, on va dire, la prise de conscience d'une difficulté et puis vous inciter.
Mais il faut vraiment que ça vienne de vous pour que vous puissiez vous impliquer dans ce travail-là. Merci beaucoup Bérangère pour cette intervention. Avec plaisir. On va terminer donc ce parcours de soins puisqu'on arrive à la dernière intervention. On va parler cette fois de diététique. Donc c'est Claire Trémolière qui est diététicienne au CHU Henri Mondor, qui est également centre expert Parkinson, qui va nous en parler. Bonjour Claire. Bonjour Amandine, bonjour à tous. Alors, écoute, je commence là encore par la même question qu'à tes collègues. En quoi consiste le métier de diététicien? Alors, il faut savoir que notre métier, donc le titre entier, c'est diététicien nutritionniste. J'en parle parce que parfois, ça peut être un petit peu méconnu, notamment par rapport au fait qu'on se pose la question entre les diététiciens et nutritionnistes. Donc, nous sommes diététiciens nutritionnistes, donc on est des spécialistes de la nutrition et du métabolisme pour le patient bien portant et la personne malade. C'est une formation qu'on a en 2 ans par le biais d'un BTS ou d'un DUT diététique. Donc en fait, notre rôle, si vous voulez, c'est l'accompagnement de toute personne pour l'évaluation de l'état nutritionnel et spécifiquement dans l'accompagnement de l'éducation nutritionnelle, le but étant toujours de tendre vers un bon état nutritionnel qui va avoir pour but de préserver votre équilibre staturo-pondéral, donc le rapport entre votre poids et votre taille, et de prévenir les troubles comme les préventions maladies cardiovasculaires, donc ça c'est plutôt pour la population générale, et la dénutrition qui peut apparaître au cours de différentes maladies. Les missions du diététicien consistent surtout à faire un état des lieux, un bilan nutritionnel pour établir un programme afin d'accompagner les patients sur plusieurs séances. C'est bien d'avoir une séance de bilan, mais en général, pour mieux vous accompagner, on est sur plusieurs séances de suivi afin de favoriser l'autonomie ou de régler le problème nutritionnel. Il est possible en fait de rencontrer un diététicien à plusieurs endroits, notamment au CHU Henri Mondor et en général dans tous les centres experts. Donc dans les centres hospitaliers de manière générale, vous aurez des diététiciens. Vous avez aussi des diététiciens notamment en libéraux qui peuvent aussi vous recevoir et des diététiciens dans d'autres structures un peu plus d'aide à la personne. La seule différence, c'est que en centre hospitalier, on est dépendant de la prescription médicale et que en dehors, pour les cabinets libéraux, on n'a pas besoin forcément d'aller voir son médecin pour faire un état des lieux et faire un bilan nutritionnel. D'accord. Alors, du coup, dans le cadre de la maladie de Parkinson, est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'il faut consulter un diététicien dès l'annonce de la maladie? Est-ce que c'est peut-être plus tard que ça va être utile? À quel moment, du coup? Alors, j'ai envie de vous dire à tout moment, pour le coup, parce que dans la maladie de Parkinson, on observe, comme vous le savez, on va dire 2 grosses phases. La phase de lune de miel et la phase de complications. La phase de lune de miel, on pourrait penser qu'il n'y aurait pas forcément besoin du diététicien parce que on va dire les problématiques vraiment spécifiques à la maladie ne sont pas très importantes, alors qu'en fait, on observe chez beaucoup de nos patients des prises de poids lors de cette phase parce que tout simplement, en fait, on va avoir un équilibre du traitement qui va faire que les dyskinésies sont diminuées, des tremblements peuvent être diminués. Et donc, en fait, on a une dépense énergétique qui s'est rabaissée, heureusement par l'équilibre du traitement. Mais si vous voulez, il y a un déséquilibre qui s'est installé entre j'ai dépensé plus d'énergie, du coup, j'ai plus mangé, mais j'ai traité mes tremblements qui fait que je dépense moins d'énergie et j'ai pas forcément toujours modifié mes apports. Donc, on va observer dans cette phase-là des prises de poids. Alors, je vous rassure, elles se règlent assez facilement, mais il faut surtout les mettre en évidence.
Et puis, dans cette phase de lune de miel, j'ai beaucoup de patients qui viennent me voir, mais finalement qui ont des problématiques nutritionnelles générales, pas forcément liées à la maladie de Parkinson. Et il faut se rassurer à ce moment-là. On a tous le droit d'avoir des prises de poids ou des pertes de poids pour d'autres raisons que la maladie. Et même à ce moment-là, on peut tout à fait vous accompagner, mais ça ne va pas forcément être tout de suite lié à la maladie de Parkinson. Et puis après, on a la phase un peu de complication, et c'est là que le diététicien va jouer un rôle beaucoup plus important, notamment parce qu'il va avoir un rôle de faire un bilan déjà régulièrement, notamment pour nous en centre expert, on essaye de faire des bilans très régulièrement, et afin de prévenir, en fait, si vous voulez, ce qu'on va appeler la dénutrition. La dénutrition, c'est un déficit entre vos apports et vos dépenses énergétiques. En fait, vous apportez moins par rapport à ce que votre corps il vous demande, et du coup, on observe une perte de poids et notamment une fonte musculaire. Cette dénutrition, elle peut s'installer tout doucement sans pour autant qu'on s'en rende compte, avec une perte d'appétit, avec une augmentation des dépenses énergétiques, notamment dans la phase de complication, on va avoir des dyskinésies plus importantes, des tremblements plus importants, même des blocages qui vont demander en fait beaucoup d'énergie à votre corps, alors que vous n'avez pas l'impression de plus bouger. On va avoir aussi des troubles de la déglutition qui vont peut-être apparaître, qui vont rendre difficile du coup la capacité de s'alimenter. Et puis, des choses qu'on a moins tendance à mettre en avant, mais qui sont très importantes, notamment des difficultés pour préparer le repas, cuisiner, ou tout simplement, parfois, on s'est rendu compte que les patients avaient des difficultés en fait, par rapport au regard des autres, pour manger, par exemple pour des tremblements, de l'hypersalivation, des choses qui vont faire que le patient va chercher à se cacher ou en tout cas moins manger, et tout ça mis bout à bout, trouble de déglutition, diminution de l'appétit, va faire que probablement vous allez moins manger et vous dénutrir. Donc là, à ce moment-là, la diététicienne va vraiment jouer un rôle important. Et puis, il y a quelque chose qui est essentiel, qui apparaît dès le début de la maladie, qui sont les troubles du transit. Les troubles du transit, c'est très important de les mettre en évidence parce qu'il faut savoir que notamment la constipation fait partie des premiers symptômes de la maladie de Parkinson, avant même souvent le diagnostic. Et cette constipation, elle va avoir des conséquences, notamment sur, la perte d'appétit. Quand on est très constipé, on a tendance à vraiment perdre l'appétit, mais elle va aussi avoir une incidence, notamment sur l'absorption des médicaments. Parce que au bout d'un moment, en fait, si vous voulez, il va y avoir une sorte de ce qu'on appelle une gastroparésie. Donc, en fait, la vidange de l'estomac se fait mal à cause de la constipation et à cause de la maladie de Parkinson. Et du coup, le médicament va rester un petit peu plus longtemps dans l'estomac et va être moins bien absorbé. Ce qui va faire que, du coup, vous aurez un retard d'absorption du traitement, mais aussi, du coup, un blocage plus long. Et notamment, comme souvent, vous avez des prises avant le repas, vous avez une possibilité d'être beaucoup plus bloqué pour le repas. Donc ça va être vraiment important de corriger cette constipation qui peut être très importante chez nos patients parkinsoniens. De manière générale, l'objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie du patient et surtout de maintenir un bon état de santé afin de préserver la masse musculaire, c'est ce que je vous disais, parce que dans la maladie de Parkinson, tout déplacement est compliqué. Et si vous perdez votre masse musculaire, vous perdez du coup votre capacité physique à vous déplacer de plus en plus, quoi. Donc, de manière générale, ça va être toujours préserver cette masse musculaire et ne pas perdre de poids sans s'en rendre compte, en fait. Donc, le diététicien, il va à la fois peut-être travailler les problèmes qui sont constatés par la personne, mais il peut aussi donner des conseils de prévention, presque aussi, dans le cadre de la constipation. Ouais. Exactement. Dans les meilleurs conseils de prévention, on va surtout vous demander de vous peser tous les mois. Voilà. Ça paraît bête, mais c'est un des premiers éléments qu'on va vous demander, et souvent, en général, le médecin traitant vous pèse aussi.
Ouais. Alors du coup, ça m'amène à te demander, est-ce que quelqu'un qui veut, donc il y a la maladie de Parkinson, qui veut consulter un diététicien, bon, j'imagine plus en ville du coup, enfin, sauf s'il y a accès à l'hôpital, mais bon, quelqu'un qui veut consulter un diététicien en ville, est-ce qu'il doit se préoccuper de savoir si le diététicien en question connaît un peu la maladie de Parkinson et les conséquences que ça peut avoir, celles que tu viens de décrire, ou est-ce que là encore, bon, c'est quelque chose je veux dire annexe, le diététicien pourra quand même intervenir de façon efficace et quitte à ce que d'ailleurs le patient l'informe aussi peut-être de ce qu'il y a à savoir. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de réseau de diététiciennes ou diététiciens dans la maladie de Parkinson. On va trouver des professionnels, notamment dans les centres experts, mais aussi dans d'autres CHU où vous avez des services de neurologie qui traitent des maladies de Parkinson. Je vois, nous, on est centre expert, mais on a l'hôpital Albert Chanvier qui est un centre de rééducation juste à côté et qui est également capable de prendre en charge des patients atteints de la maladie de Parkinson. Vous n'allez pas avoir de professionnels particulièrement spécialisés en dehors. Cependant, tout à l'heure, on en a beaucoup parlé avec la psychomotricienne et la psychologue. En fait, le diététicien, son but, c'est de maintenir un bon état nutritionnel dans n'importe quelle pathologie. Donc, on a parlé de dénutrition, on a parlé de prise de poids, on a parlé de constipation, et ça, n'importe quel diététicien sera en mesure de vous accompagner pour corriger ces perturbations nutritionnelles, mais vous pouvez tout à fait l'accompagner en parlant notamment de l'évolution de votre poids. Ça va vraiment être une information importante. Du nombre de prises de médicaments et quel est l'impact du coup sur vos capacités à vous alimenter. Et vous pouvez aussi venir avec un bilan sanguin qui l'aidera aussi à voir un peu votre état nutritionnel. Et dans la mesure du possible, vous pouvez aussi venir avec un accompagnant qui va être peut-être aussi capable d'aider, notamment si ce n'est pas vous qui cuisinez, si c'est par exemple votre conjoint, eh bien, ça sera un outil pour le diététicien afin de mieux vous aider pour compléter et maintenir un bon état nutritionnel. Et du coup, bon, la question que beaucoup de personnes se posent, c'est en termes d'alimentation, est-ce qu'il y a des choses à privilégier par rapport à la maladie de Parkinson ou des choses, au contraire, qu'il faut peut-être éviter? Voilà, ça fait partie des questions les plus fréquentes. Oui, alors je m'y attendais tout à fait à cette question. Si vous voulez, nous, alors déjà, je voudrais en profiter pour parler de l'ETP Parkinson du CHU d'Henri Mondor parce que j'en parle parce que nous voyons tout le temps cette question-là à chaque atelier et du coup, c'est un message un peu général que je vous fais. Il n'y a pas de régime particulier pour la maladie de Parkinson. Il n'y a aucun élément qui va améliorer la maladie neurodégénérative en tant que telle. On va toujours avoir un rôle pour améliorer les symptômes et du coup la qualité de vie, mais pas la maladie en tant que telle. Donc quand vous voyez un petit peu des régimes comme ça qui vont guérir ou ralentir la maladie de Parkinson, à ce jour, ça n'existe pas. On entend beaucoup de types de régimes. Je ne citerai pas de nom parce que je préfère ne pas vous donner d'informations contradictoires, mais ces régimes-là peuvent parfois être trop sévères et du coup provoquer un problème nutritionnel parce que vous allez éviter certains aliments, vous allez favoriser d'autres aliments et vous allez du coup déséquilibrer votre alimentation. Dans la maladie de Parkinson, une alimentation équilibrée permet de maintenir un bon état nutritionnel, de maintenir une bonne masse musculaire pour favoriser votre capacité physique à vous déplacer. La seule chose que je pourrais dire qu'un patient parkinsonien doit, on va dire, favoriser par rapport à une personne non parkinsonienne, ça va être notamment l'apport en fibres et l'apport en hydratation pour favoriser
le transit et diminuer, je vous ai dit, cette constipation qui finalement a plusieurs conséquences nutritionnelles et notamment dans la maladie de Parkinson, parce que je vous ai dit que ça ralentissait l'absorption du médicament. Les fibres, donc c'est les fruits, les légumes, les céréales complètes, les fruits oléagineux, les fruits secs, les légumineuses comme les lentilles, les haricots rouges, les haricots blancs. Tous ces aliments-là sont sources de fibres et vont vous faciliter le transit. Et l'hydratation également favorise le transit quand on est déshydraté, donc c'est-à-dire qu'on va boire moins de 1,5 litre par jour. Eh bien, ça peut favoriser la constipation. Et on a remarqué que chez nos patients parkinsoniens, ce ne sont pas des grands buveurs et d'eau, je précise. Du coup, on a souvent des constipations aussi de déshydratation, en plus de la maladie de Parkinson. Donc, si je devais avoir un message général, c'est maintenir un poids stable et favoriser l'apport en fibres et en hydratation pour avoir un bon transit. Ok. Bah, écoute, c'est très clair. Est-ce qu'il te reste un point que tu souhaitais aborder spécifiquement par rapport à ce sujet? Parce qu'on a abordé les questions les plus générales, on va dire, mais si tu veux, je pense que ce qu'il faut essayer de se dire, c'est que orientez-vous vers des professionnels, notamment des centres experts ou des ETP, parce que on est dans la pluridisciplinarité, exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et si vous voulez, c'est ultra important de comprendre que un problème n'est pas souvent isolé. On parlait de la relation aux autres, et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en évidence. Plus on faisait des ateliers, plus on se rendait compte que nos patients avaient beaucoup de mal à parler de leur maladie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir avec d'autres professionnels. On s'est rendu compte que les tremblements ou l'hypersalivation pouvaient gêner. Et là, dans ces cas-là, on peut avoir les ergothérapeutes, on peut refaire un point aussi avec les neurologues. On s'est rendu compte comme ça, tout le temps, que le bon état nutritionnel ne dépend pas uniquement de votre volonté. On est tout à fait conscient qu'il y a des problématiques tout au long de la maladie qui vont faire que parfois c'est plus difficile que d'autres de maintenir un poids stable. Tout le temps, je rappelle aux patients de se peser 1 fois par mois. C'est une information que même sans le dire au médecin tout de suite, vous avez vous-même des informations. Si vous prenez du poids ou que vous perdez du poids sans que ce soit votre volonté, il est peut-être temps de faire un bilan nutritionnel auprès d'un diététicien, qu'il soit en cabinet ou qu'il soit en centre hospitalier, pour prévenir une problématique. Et ça, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Si je peux préciser, quand vous venez au CHU, la prise en charge, elle fait partie de l'hospitalisation, elle fait partie de la prise en charge. Donc, elle est, on va dire, elle est prise en charge par la sécurité sociale à ce moment-là. En cabinet libéral, la prise en charge diététique n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Cependant, de plus en plus, vous avez des mutuelles qui prennent 1 à 2 consultations par an. Et alors là, je vous encourage à en profiter parce que un bilan nutritionnel vous permet déjà de savoir où vous situez. Et même en une séance, une diététicienne ou un diététicien peut tout à fait vous donner 2-3 pistes, des petits conseils afin de ne pas en arriver à un problème de dénutrition ou d'obésité si on est par exemple en phase de lune de miel. Bien, merci beaucoup Claire pour toutes ces explications. C'était très complet là aussi. Je tiens vraiment à remercier tous les intervenants là de ce premier parcours parce que c'était vraiment bien, c'était vraiment précis dans un temps imparti qui reste quand même court, mais on voit bien encore une fois comment différents professionnels interviennent dans ce parcours de soins et qu'il y a beaucoup de gens autour de la personne qui a la maladie de Parkinson. Donc merci à tous. Je rappelle que
que toutes les questions, vous pouvez les poser dans le chat et on les récupérera ensuite pour pouvoir les traiter et y répondre sous la forme d'une foire aux questions qui donc sera affichée ensuite sur le site internet. Je rappelle donc qu'il y a plusieurs parcours comme celui-ci qui a eu lieu là sur toute cette matinée. Il y en a plusieurs tout au long de la journée qui sont échelonnés. Donc, même si vous avez pris en cours et que vous n'avez pas vu toutes les interventions, vous pourrez en revoir des similaires avec d'autres professionnels d'ailleurs qui auront peut-être pas exactement les mêmes mots, mais après qui passeront à peu près les mêmes messages sur les autres parcours de la journée. Il y en a 4 qui sont proposés. Voilà, merci à tous et à bientôt.